Jungle. Oh shit, it's time for the featuring podcast, bro. Hey, c'est Driver. Bienvenue sur le podcast featuring dans lequel je recevrai un invité spécial à chaque épisode. Rappeur, producteur, DJ, beatmaker, homme de l'ombre. Une vraie conversation d'1 heure remplie d'anecdotes comme tu les aimes. Et ça, je te le garantis. C'est clean. Featuring your favorite rapper's favorite podcast. Bienvenue dans Featuring, le podcast, ton podcast préféré à ce qui paraît. Et aujourd'hui, nous recevons une personne que je voulais recevoir depuis longtemps. J'ai fait des pieds et des mains. J'ai lancé des agents secrets, des gens pour me le retrouver. Et on l'a retrouvé. Déjà, merci à Bambi Cruz, ça commence comme ça. Et nous recevons aujourd'hui le 102e Dalmatien, le double A, l'As de trèfle, le 5e As, MC Solar. Comment vas-tu, Solar? Ça va super bien. Voilà. Ouais, ça fait plaisir. Et bah ouais, on est content de te recevoir ici. On va revenir sur toute ta carrière et on commence par le commencement. Et ici, le commencement, c'est quand le rap rentre dans ta vie, le hip-hop plus largement. Est-ce que tu te rappelles? Le hip-hop, il entre dans ma vie à l'école. Un jour, il y a un gars qui arrive et il me dit j'étais à Paris, il y a des gens qui dansent comme ça, ils sont dans la rue, ils sautent par terre. À ce moment-là, t'es dans quelle ville, toi? Là, je suis à Villeneuve-Saint-Georges. Ok. Je dois être en 6e ou en 5e et il y a un gars qui était à Paris la veille ou l'avant-veille et il avait vu des gens qui se jetaient par terre. Donc il raconte ça. Et on le suit le samedi, on va dans le 15e arrondissement, je crois, et puis il y avait des gens avec des cartons et des caouets, et bon, ça nous fait tout bizarre. Quelque temps après, il y avait une émission qui s'appelle Hip Hop, Ouais, sur avec TF1. avec Sydney, le dimanche. Et on voit la même chose. Alors à l'époque, il nous avait dit ouais, c'est une nouvelle danse qui s'appelle le keep out. Il voulait parler anglais. Et puis après, on a découvert que ça s'appelait le hip hop. Ok. Et voilà la première fois. Mais quelque temps auparavant, on entendait quand même sur Radio 7, qui était la radio jeune de Radio France, une émission qui s'appelait Sydney at the Control. C'était Sydney qui mettait de la funk, qui mettait du jazz rock, qui mettait des premiers sons d'Africa Bambaataa. Et puis vers la fin, il y avait des gens qui parlaient. Ils disaient, ils rappaient quoi. Il y avait donc Sydney qui rappait. Il y avait un gars qui s'appelait JP. Ensuite, il y a eu Iron et Shoes. Et puis c'était en français. Ça nous avait totalement épaté. Donc là, c'est pas le rap encore. Ok. C'est ce qui ressemble à du rap. Voilà. Et la première fois que j'ai écouté du rap en français, ouais, ça devait être, ça devait être dans Sydney at the Control, LBR ou Iron. Ok. Et Sydney. C'est fou. Tu sais que moi, qui suis un peu plus jeune que toi, la première fois que j'ai entendu du rap en français, c'était toi. Mais comment ça se fait? C'était à quel endroit? Dans le Dynasty sur Radio Nova. Mais on va en parler après. D'accord. Mais c'est marrant que tu te dis ça. Moi, la première fois que quelqu'un rappe en français, c'était toi avec tout le 501 possible, bien sûr. Voilà. Mais donc, là, tu viens de nous parler de la danse que tu as vue. Tu nous parles de ces quelques personnes qui rapotaient, qui parlaient en fin d'émission, dans l'émission de Sydney à la radio. Toi, quand est-ce que tu te dis, OK, je vais faire? Et par quelle discipline du hip-hop tu commences? Moi, j'ai essayé de taguer. C'est le premier truc que tu as essayé de faire, donc. Ouais, j'ai essayé de taguer. J'ai trouvé 6 lettres. SOLAAR. Pourquoi 2 A déjà? 2 A pour que ce soit équilibré. Ok. Avec un seul A, ça aurait été bizarre. 2 A, c'est stylé. Ok. Donc je voyais des gens qui taguaient dans des soirées hip-hop. Il y avait des soirées hip-hop. À la Péniche Ruby, il y avait du rap et du raga. Ouais. Après, on allait à Roissy-en-Brie. Il y avait des gens qui s'appelaient les Full Force. Ouais. Et là, il y avait plein de rappeurs. Un jour, on a vu Dynasty venir à Villeneuve-Saint-Georges. Tout ça, c'est avant le Dynastyle. Ok. On a dit, waouh, c'est bien. On est allé à Sarcelles, à Villiers-le-Bel, un endroit qui s'appelle Carreau. Il y avait une soirée hip-hop. Le quartier de Saxo. Le quartier de Saxo, et l'homme à la brosse à dents. Exactement.
Et à Vitry-sur-Seine, il y avait des gens qui faisaient du rap. Il y avait un gars qui s'appelait Doudou. Doudou Masta. Dans plein d'endroits, on entendait des gens qui rappaient en français. Et puis un jour, il y avait les soirées au Globo. Ouais. C'était la réunion de toutes les banlieues qui arrivaient à rencontrer des gens chics. Mais vraiment, la première fois où j'ai réellement écrit, c'était Lionel D. Ouais. Qui a son âme. Qui me dit la semaine prochaine, c'est vous. Il me voit, il dit c'est vous qui allez venir. Mais pourquoi il dit ça? Tu rappes déjà? Ouais, je rappe déjà. Et comment il le sait, lui? Ah, il était dans une soirée à Créteil. Ok. Il y avait plein de rappeurs. Il y avait les Little, à peu près le mouvement authentique. Les MIC. Ouais. Il devait voir les MIC de Créteil, non? Oh là là, il y avait les MIC, effectivement, Beloved, Style G. Voilà. Et les gens de mon coin, ils me disent, vas-y. Donc moi, je prends le micro, je fais un espèce de truc un peu raga, et Lionel dit, repère ma tête. Ok. Bon, on est dans une soirée un jour à Paris avec East, Saxo. Et puis ils nous disent, on va aller à Nova. Donc on prend le métro, on arrive à Radio Nova, et là, Lionel D me reconnaît, mais il y a plein de monde, il y a à peu près 40 personnes. Et quand il sort sa tête, il dit, la semaine prochaine, c'est toi. Et donc là, j'étais obligé d'écrire au lieu de faire des freestyles un peu improvisés. Donc c'est lui qui m'a poussé à écrire sur un vrai papier, quoi. Donc là, t'as une semaine pour être prêt pour le Dynasty, l'émission de Dynasty, Lionel D sur Radio Nova. Et quand tu iras là-bas, parce que du coup, moi, j'écouterai cette émission en direct, tu seras avec ton crew, le 501. Ouais. Ça veut dire que là, à ce moment-là, vous êtes plusieurs déjà à rapper. On est plusieurs à rapper parce que on est fasciné par un peu la culture hip-hop. Okay. Donc ceux qui prennent le train et qui vont à Ticaret ou qui vont voir les graphes de Mode 2 ou d'X ou d'Y, c'était devenu notre culture. Nos pèlerinages à Paris, on allait voir des graphes, on prenait des photos, on allait, et puis dans le métro on rencontrait des rappeurs. Puis à un moment donné, on a tous écrit cette semaine-là. Ah oui, tous. Striker D. Ouais. Souni MC, il y avait Bambi Cruz, il y avait Harry James, il y avait du monde, mais cette fois on était devenus des rappeurs, on avait une semaine pour écrire des choses. Ok. Et auparavant on était des fans, quoi. On lisait la Zulu Letter. Ouais. De Queen Candy. De Queen Candy. Non, c'était un super mouvement, quoi. On avait des informations qui venaient de partout. Chaque chose, c'était au lieu d'aller au musée, on allait voir des graphes. Ok. Et puis en marchant dans le métro. Moi, je rappais chaque fois qu'on rencontrait un gars dans le métro avec une casquette, on dit c'est quoi ton blaze? Ah, c'est toi qui fais le tag, ouais. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Oui, je suis rappeur. Ok. C'est vrai qu'à cette époque-là, il n'y a pas Internet, donc on sait pas qui est qui, on voit juste des noms sur des murs, ou on entend des voix dans des émissions spécialisées, mais on connaît pas les têtes. Non, on connaît strictement aucune tête, mais on se reconnaît parce que... Le look. T'es une flagger? Oui. T'es un b-boy? Oui. C'est quoi ton blaze? On a fait plein de rencontres. En prenant le train, on voit quelqu'un qui a une casquette quelque part, on change de wagon, et on s'échange nos téléphones maison. En fait, le hip-hop ou tout ce mouvement, quand il est arrivé... ça a fait une fraternité Paris, banlieue, Lyon, Marseille. On écoutait tous les mêmes cassettes. Aux Antilles, pareil. Et on semblait tous être des acteurs de quelque chose, quoi. Des acteurs. Il n'y avait pas de théâtre pour qu'on joue, mais il y avait des acteurs partout. Et on était des frères tous. Ok. Revenons-en maintenant à cette émission, le Dynasty. Quand vous arrivez là-bas, dans quel état t'es excité parce que tu vas rapper? C'est une émission que t'écoutais déjà, ou alors t'as un peu le track, ou je sais pas. Comment vous êtes? Parce que vous êtes plusieurs en plus. Moi, j'écoutais cette radio. Les gens faisaient des cassettes. J'écoutais cette radio. Je sais pas qu'est-ce qui était passé avant, mais il y avait certainement eu les Little. Il y a eu certainement eu Iron Issues, EJM, JOEL. Timide et sans complexe. Timide et sans complexe. Donc j'arrive sans savoir. Nous arrivons sans savoir. Non, il y a pas. Si, on a un stress. On est là. On sait pas quel rythme Dynasty va nous mettre. Ça. Puis on sait pas ce qu'on a fait, quoi. Il y avait du monde dans le studio? Et alors à part vous? Pour la 501, il y avait pas beaucoup de monde par rapport à la semaine d'avant. Ok. Parce que c'est mieux peut-être. Ouais, c'est mieux. Et il y avait des taggers.
je sais pas, les Vandales en puissance, les KTG. Il y avait beaucoup de taggers du coin. Bon, et puis ça commence et on se lance. Alors on termine cette émission, on sait pas ce que c'est. Et le lendemain, pour chacun d'entre nous, quand on va à l'école, donc les gens ils nous connaissent pas, ou quand on prend le train, ou quand on prend le métro, on voit que des gens ils chantent, comme ils chantaient auparavant EJM, comme ils chantaient Timide et sans complexe. Et donc c'était Internet avant la lettre ou la radio avant la lettre. Et puis il y avait, il y a eu un impact, quoi. C'est-à-dire ça te fait quoi, toi, justement, d'entendre des gens qui peuvent être assis à côté de toi dans les transports en train de rapper des textes que t'as écrits et qui savent pas que c'est toi, en fait. T'es là, en Clark Kent. Je me suis rendu... Les gens parlent de Superman, mais t'es en Clark Kent. Ouais, on se rend compte que je savais pas que c'était aussi écouté, dupliqué. On est content. Et puis, en tout cas dans le quartier nord de Villeneuve-Saint-Georges, on devient des stars locales, C'est-à-dire qu'avant, moi, on m'appelait Petit Claude. Et après, on m'a appelé Solar. C'est stylé quand même. Il y a un grade. T'étais monté en grade. Non, c'était. Moi, personnellement, cette émission, en fait, je découvre le Dynasty avec cette émission-là, moi. J'ai mon grand frère qui a un an de plus que moi, qui tombe sur cette émission, qui l'enregistre, on avait école le lendemain, donc il l'enregistre sur une cassette et on dort en fait. Et quand on se réveille le lendemain, on met la cassette et on découvre cette émission et je l'ai écoutée non-stop pendant longtemps. Et surtout à la fin de l'émission, ils expliquaient que rendez-vous la semaine prochaine. Donc on l'a écouté chaque semaine après votre émission en fait. Ah oui. Donc moi, mon introduction dans le rap français, c'est vraiment cette émission. Comme j'ai dit, je l'écoutais tout le temps. Donc je connaissais les freestyles, vos freestyles par cœur. Et j'allais à l'école et je les rappais en disant que c'était moi. Ah ouais, c'est bon. Donc, tu vois. Et du coup, on me prenait. J'étais le héros que tu étais à Villeneuve-Saint-Georges, jusqu'à dans le quartier nord. J'étais ce héros-là dans mon collège. Mais jusqu'au jour, il y a quelqu'un qui a écouté aussi l'émission qui a dit, mais c'est pas toi. Ça, c'est MC Solar. Ça, c'est Souni MC. Ça, c'est Striker D. J'étais là, j'étais pas bien. Et c'est ce qui m'a forcé à écrire et revenir avec mes propres textes après. Donc, avec le 501 a une influence dans ma carrière dès le départ. Eh ben, c'est bon ça. Voilà, je te laisse le dire. Mais tu sais, ce genre d'histoire, c'est vrai qu'il y avait juste les cassettes, quoi. Et aux Antilles, il y avait des gens qui reprenaient exactement le même truc. Qui était MC Solar aux Antilles. Alors il fallait juste qu'ils changent, au lieu de dire Claude MC, tel est mon nom, Solar est mon tag, il aura du renom. Il disait, je sais pas, Jean Benoît, tel est mon nom, Solar est mon tag, il avait... C'est ça. Et une fois, quand des gens arrivaient l'été en vacances à Villeneuve-Saint-Georges, il y avait, tu rencontrais le Solar local. Voilà. Sauf qu'il était tombé dans la mauvaise ville. Et c'est ça. Là où était le vrai. Donc, cette émission-là vous donne, même si c'était pas le mot qu'on utilisait à l'époque, mais vous donne un certain buzz. Est-ce qu'à partir de ce moment-là, les choses s'accélèrent? Est-ce que vous faites des concerts? Je sais qu'il y a des Zoulou parties, des concerts à droite, à gauche, des espèces de rencontres où il y a aussi bien du rap que du graffiti, que de la danse, tout ça. Je sais qu'il y a tout ça à ce moment-là. Est-ce que vous prenez part à tout ce oui, on prend part à tout ça, mais on n'a jamais été programmé, mais on allait dans toutes les Zoulou parties possibles. Des concerts à Montparnasse avec Nec Plus Ultra. Les Rastas commencent à me connaître, Soupa John, comment il s'appelle, Pablo Master, et tout ça. Non, c'est toujours la même chose, c'est la culture. Donc on est allé, on allait dans les soirées, on pouvait rentrer au Bobino, des fois quand Africa nous laissait rentrer ou bien Jida. On continuait la culture. Vous vous déplaciez. Ouais. Et s'il y avait moyen de prendre le micro, vous le preniez. Exactement. Poussé par des gens. Hop là, tu faisais un petit. Mon délire est total et mon rythme infernal. Tu faisais ton rap. Et en vrai, t'étais content. Et petit à petit, mon visage était un peu connu. Et puis donc, on faisait toujours des bandes avec les gens qui sortaient le soir. J'ai connu, comme ça, Eben En Marchant. J'ai connu HAWK, un rappeur En Marchant. J'ai connu Big Red En Marchant. J'ai connu tout le monde En Marchant, quoi. J'ai rencontré Fats, le beatboxer de la première époque. Salim. En Marchant. On se connaissait tous, en réalité, presque tous les gens que j'ai connus dans toutes ces périodes pré-hip-hop.
dans la période Globo, Bobino et différentes Zulu Party. Ok. Et je sais pas moi, t'as dû le vivre pareil, mais on aimait tout ce qui sortait, quoi. Non, c'est clair. Je suis en train de réfléchir au moment où je vois ta tête et je peux mettre ton visage sur le nom MC Solar. Et il me semble que c'était dans un reportage, je crois que c'était le reportage sur Public Enemy, qui était passé sur Canal+. Je crois que c'est la première fois que je vois ta tête et je me dis, ok, donc MC Solar que j'écoutais sur Radio Nova, c'est donc lui, ok? Et ensuite, je crois que la première fois que je le rencontre, si je me trompe pas, c'est à l'université Paris 8 à Saint-Denis. Ah, c'est bien possible. Ouais. Je crois que c'était là-bas. Il y avait Big Red qui était souvent là-bas. Meneli qui était là-bas, il me semble. Il passait souvent aussi. Il y a eu Maestro. Exactement, le Gentleman MC. Il y avait les aînés de Mafia Tressé qui étaient là. Département E. Département E. Ouais. Voilà. Il y avait Hypothèse de Bobigny. Il y avait Mode Tout de temps en temps. Ouais, je le voyais souvent là-bas. Il y avait comment il s'appelle. Bon, bref, il y avait plein de rappeurs. Ouais. Moi, comment j'arrive là-bas? En réalité, je me dis, ok, j'ai eu mon bac, il faut être sérieux. J'arrête tout ça. Et j'essaye d'être sérieux pour aller à l'université Jussieu. Ok. Donc j'ai arrêté le rap, c'est sûr. Bon, j'ai arrêté de sortir et de jouer au foot, je vais être sérieux. J'entends une cassette d'Ayam. Musicalement, on en a pour 10 ans à rattraper le temps qu'on perd en ce moment exaspéré. Bon, je sors la cassette, j'arrive à l'arrêt de bus, on écoute. Les gens, ils sont là en train de bouger. Après, je leur dis, les gars, c'est du français en vrai. Après, ils s'approchent du truc, ils disent, waouh! En fait, ils rappaient comme des Américains. Ouais. Donc, je me suis dit, il y a peut-être quelque chose. Bon, bref, je suis sérieux. Je vais à l'école, j'apprends langue, civilisation étrangère. Et puis, je vais prendre un cours de prononciation à l'Institut Charles V à Saint-Paul. Et là, il y a un gars qui dit... Vous connaissez le hip-hop, c'était Georges Lapassade, qui est un professeur d'ethnologie à Paris 8. Il me dit, vous connaissez le hip-hop? Je dis oui. Et il me dit, venez dans telle université à Paris 8, à Saint-Denis. Je vais là-bas, juste pour connaître un peu les trans. Je crois qu'il parlait des musiques de trans, des trucs du soufisme ou les trans au Maroc, etc. Et là, je vois des rappeurs, des graphes. Waouh, Jean Manu. Et je dis, oh, c'est bien ici. Et puis j'entre dans un cours et ils sont en train de faire l'histoire du hip-hop depuis Coulerc, l'histoire du graphe. Il y avait une prof qui donnait des cours d'anglais avec du hip-hop et des last poets qui s'appelait Desdemon Bardin. Je me rappelle très bien. Waouh, je dis, wow, elle est bien cette fac là, parce que chez nous on avait des stylos et des crayons. Et là-bas, les mecs ils avaient de la musique. Donc j'ai fait un peu les deux. Et ouais, c'est certainement là-bas qu'on s'est rencontrés. C'était super, quoi. T'avais des gens qui venaient de partout. Alors, ils venaient pour être étudiés par les étudiants. Donc, non, mais c'est ce que je raconte souvent cette histoire-là. Je disais que moi, j'étais collégien à ce moment-là. Et j'allais là-bas donner des cours à des gens qui étaient à l'université, leur expliquer le rap alors que j'étais collégien. J'ai toujours trouvé ça bizarre. Mais bon, pourquoi pas? Ouais, c'était université ouverte, pas besoin d'avoir le bac pour entrer dedans. Il faisait rentrer plein de gens, mais surtout moi j'apprenais plein de choses sur l'histoire du rap, et puis j'ai rencontré plein de rappeurs. J'ai rencontré donc Ménélique, et puis plein d'autres. Il y avait énormément de passages là-bas, et un truc qui m'a marqué chez toi à cette époque-là, et je trouve que t'as toujours ce truc-là aujourd'hui, c'est que tu t'intéressais déjà à tout ce qu'il y avait dans le milieu. C'est-à-dire que moi, quand je te vois, je sais qui t'es, mais moi, j'ai pas fait grand-chose à ce moment-là, et tu savais qui j'étais avec mon groupe. Ouais. Je me disais, mais c'était quoi ton groupe, là? Mon groupe s'appelait Agents de la Rime. Les Agents de la Rime. Voilà. Et quand t'as dit, vous êtes les Agents de la Rime, on s'est regardé, on dit, mais comment il sait? On écoutait tout, on aimait tout. C'est ça, d'où te vient cette curiosité? Fanatique de gens qui parlent en français, quoi, fanatique du rap. Alors on savait pas, ça pouvait pas être un métier, mais c'était notre passion, quoi. Et puis le fait d'être allé dans cette université, je sais pas, tu prends un peu de recul. Tu prends si t'as un naturel rigolo, tu te prends pas au sérieux quand même. Et puis le fait de côtoyer tout le monde, tu te fais pas des ennemis, tu te fais que des amis, quoi, en réalité. C'est vrai.
j'étais comme toi, je crois que tout ce qui sortait à l'époque, je crois qu'on l'écoutait. On écoutait tout, c'est vrai. Je connaissais par cœur le Clan MC, je connaissais tout le monde. Mais ce qui me choque, c'est que aujourd'hui encore, t'arrives à citer des trucs actuels d'aujourd'hui. Il y a quelque chose qui est bien dans le rap. Je sais pas, c'est que c'est pas fatigant d'écouter des nouvelles choses. C'est un super boulot et un super passe-temps. Voilà. Moi, j'écoute les nouvelles choses, mais par plaisir, en fait. C'est comme un petit déjeuner. Hein. Ok. Tu vois, je crois que il va y avoir ou c'est peut-être sorti, Nino va sortir. Je me dis tiens, je vais écouter. Parce que il y a des personnages qui émergent, des belles couleurs. Et puis t'écoutes quoi. Mais t'écoutes par plaisir. C'est la base. C'est la base. Très bien. Il y a eu un autre passage en radio qui m'a marqué énormément, où je t'ai encore volé, je suis désolé. Je refais une radio encore après. Radio Star. DJ LBR, il avait son émission, tu te rappelles? Donc, vous étiez venu avec le 501 Posse. Et ce jour-là, t'avais fait Caroline. Pour la première fois. Exact. Bien avant la version que tout le monde connaît et tout, machin. Comment je t'ai volé. Ça veut dire que je draguais les meufs en disant, je repense à elle, femme actuelle, 20 ans, jeune et jolie. Tu vois ça? C'est des magazines. C'est toi qui écris ça? Ouais. Là, chez LBR, je sais pas, je le rencontre, on va à Radio Star. Alors, je me rappelle pas de cette émission, j'aimerais bien la voir, on se réunit. Et, j'avais écrit Caroline, je sais pas, des années auparavant, tu vois. Et celui qui m'a motivé à le garder, c'est justement Georges Lapassade. Tu sais, Georges Lapassade, il voulait qu'on soit des révolutionnaires, qu'on utilise la parole pour faire passer des idées. Et c'était à 100% ça, c'était la disquette et tout. Puis à un moment donné, je vais dans un coin et je lui fais écouter. Et je vois, il dit... avec son accent italien, il faut pas jeter ça. Ça c'est bon quand même. C'est une espèce de révolution. Bref, il était content. Il m'a parlé du chant grégorien. Comme vous êtes des rappeurs, vous avez le droit de mettre d'autres choses dedans. DJ LBR, Sunny MC, Striker D. Je me rappelle pas de cette émission, mais je sais que ça a fixé une chanson. Moi, je m'en rappelle très bien. Et je l'ai gardé dans ma poche parce qu'on m'avait dit que c'était bien. Et quelques années après, on l'a fait écouter à tout le monde. Mais à cette période-là, dans le rap français, en tout cas, c'était rare d'avoir une chanson d'amour. C'était pas super bien vu. Je me rappelle qu'il y avait le cahier des charges, tu devais avoir tes morceaux hardcore, tu devais avoir ton morceau contre la drogue, tu devais avoir ton morceau un peu ragamuffin, machin, voilà. Et là, tu remplissais les codes, mais la chanson d'amour, c'était... Et toi, tu l'as écrite et tu l'as rappée à Radio Star. Moi, je te le dis, c'était l'un des meilleurs moments de cette émission. Et j'aimais bien Striker D, le roi du tempo. L-E-R-O-I-D-U-T-E-M-P-O. Le roi du tempo. J'aimais beaucoup ça. Donc, à aucun moment tu te dis c'est risqué de faire Caroline? Alors, je me dis... je précise pour les gens qui nous écoutent, on est bien avant l'album Qui sème le vent récolte le tempo. Non, je me dis pas ça. Il y a Georges Lapassade qui me dit c'est pas mal là ce que t'as écrit. Et puis un jour, il y a une méga Zoulou party où tous les métros sont pleins et ils convergent vers Roissy-en-Brie. Le full force de Torcy. Les full force. Ouria, les futurs 45 scientifiques, venus avec toutes les banlieues du coin et tout. Et il y a encore Lionel D qui me voit dans la salle et il me fait chanter Caroline sur le truc. Là, tu sais, juste après la grosse bagarre, quand Dynasty, il envoie peace, et puis les mecs, ils arrêtent tout. J'ai vu après j'ai vu comment il s'appelle Sully Biwax et machin etc qui m'ont dit il est bien ton slow. Donc j'ai eu une confiance. Mais en réalité dans tous les autres trucs on avait chacun nos gammes, t'as raison, il y avait le raga. Il y avait un cahier des charges. Tu devais remplir les cases, tout ça. Mais non, c'était validé un petit peu avant la sortie. Après, comme j'ai vu que les gens ils les aimaient bien, tu sais ce que j'ai fait? J'ai remis dans ma poche, je n'ai plus jamais chanté, je chantais autre chose. Très bien.
Comment on arrive de cette période-là jusqu'à Bouge de là, le single, et je tiens à dire que Bouge de là, je l'entends quand tu le fais sur Radio Nova, la toute première fois que j'entends du rap français, ce jour-là, tu fais Bouge de là, sur I Like Me Now de Cool Maudit. J'étais énervé, hein. Énervé. Tout a commencé là-bas dans la appelle Maison Alpha. Bah, c'est le beat que Dynasty m'envoie. et tout. Il y a eu plein de périodes en réalité. Parce que là, j'ai failli sauter Rapline. Ouais. Très important. M6, Ouais. Olivier Cachin a une émission, il passe des clips de rap américain, et avec M6, il décide de produire des clips de rappeurs français. Rapline, c'était essentiel aussi. J'ai découvert Soul Swing and Radical, I Am, et puis plein de groupes. Ouais. Et un jour, on est en train de faire des maquettes. Non, on va essayer de suivre le fil, parce que c'est vrai qu'avant d'aller dans les studios, t'as raison, il y a eu plein de trucs. On savait que le rap allait sortir, et puis on cherchait des studios. Je sais pas, on se retrouvait dans Paris. Ouais, comment on peut faire de la musique pour rapper? Ouais. À ce moment-là, tu rappes que sur des phases B américaines. T'as pas de beatmaker encore? Non. Ok. Il y a pas de phase B, il y a pas de beatmaker. Il y en a à Vitry-sur-Seine, parce qu'on entend que leur son, il est bien fait. Ouais. Et on se balade, alors on lit Best, Rock and Folk, et puis dans les derniers trucs, il y a marqué studio, et on se balade de studio en studio. Tu sais, alors là, de 10h du matin à 19h, on va se retrouver dans le 15e, on va se retrouver à Bastille, puis on arrive dans des studios, mais ils connaissent à peine les boîtes à rythme. Il y a eu des années comme ça, des années où on cherche juste de la musique, pas que le 501, presque tout le monde. Ouais. Et un jour, on trouve un studio à Noisy-le-Sec, Musique Vidéo Show. C'est un studio pour... c'est même pas un studio, quoi. C'est une radio mobile. C'est des gens qui vont animer des mariages. Ils ont un micro. Donc, on s'enregistre dessus. Alors, on fait un petit bouge de là, le roi du tempo. On fait ce qu'on a, quoi. Et il y a Régis Douvry, de Noisy-le-Sec. Régis D. Ouais. Qui a ces cassettes-là et qui les envoie à plein de gens. Et un jour, on a un coup de téléphone de François Bergeron, je crois, qui est un vidéaste qui travaille pour Rapline, qui vient dans notre quartier, qui nous dit demain, je vais venir vous filmer. Et donc on chante Quartier Nord. On en profite pour faire un deuxième clip Bouge de là. Je sais pas l'effet que ça a, mais nous, ça nous a fixé des morceaux, quoi. Mais là, je suis obligé de revenir légèrement en arrière. Quartier Nord et Bouge de là, les musiques, elles sont produites. Là, c'est plus des phases B. Exact. C'est produit par qui? Il faut le dire ici. Au studio de Noisy-le-Sec. On enregistre, et puis il y a enfin quelqu'un qui nous dit on connaît un gars, il est champion de France des DJ, et il faut que je vous le présente. Et donc, il y a un gars qui arrive, et il s'appelle Jimmy J. Voilà. Et il dit je peux faire de la musique. Donc on se donne rendez-vous dans ce studio qui coûte avec 3 fois 5 francs, c'est-à-dire avec 2 €, on peut rester là 3 heures. Wow. C'est beau. Wow. C'est beau. Et Jimmy J arrive avec un sampleur et il nous fait des musiques. Il avait déjà un sampleur à ce moment-là. Il avait un sampleur. Ce qui coûtait très cher à l'époque. Qui savait pas faire marcher. Donc il a appelé quelqu'un de Toulouse qui est venu, qui lui a expliqué les choses, et il nous a fait Quartier Nord, Bouge de là. Et enfin, on avait notre musique, ça nous appartenait. On s'est dit, ça y est, on est un groupe. Et ensuite, effectivement, il y a eu le Rapline. Et moi, là, tu me fais me remettre dans un endroit. La première fois que j'entends, il existe un domaine dans lequel je n'ai pas d'égal. Paracommando des mots et des vocables. Waouh! J'ai dit, waouh! J'ai mon morceau, on a nos morceaux, enfin. C'est ça. C'est le début de la collaboration. Et puis, chaque fois qu'on avait des choses à faire, Souni MC, 501, Mélaz, coup de téléphone, et on allait à Noisy-le-Sec avec Jimmy J. Ouais, j'aimerais revenir sur Rapline, c'est-à-dire moi, quand je découvre Quartier Nord, ton écriture, je me dis, putain, c'est incroyable comment il écrit, en fait, il mélange des contradictions. Dans ce morceau, tu dis moine athée mais pourtant croyant. Que le type de prototype dont je suis l'archétype
Profite de ce son synthétique pour que ma musique angélique balance en cadence. Écoute, c'est l'amour de tous les gens que j'ai écoutés. Okay. Il y a un mélange de turnstile. Ça avait été expliqué par Iron et Shoes et puis Lionel D, une fois sur Radio 7, une fois. Et donc, j'apprends qu'on peut faire des assonances. Ouais. Donc, ça me guide. J'ai dû écouter JOEL, c'est-à-dire des histoires qui font un peu la folie. Ouais, il était fort l'histoire dans du petit storytelling, ouais. J'ai écouté Saxo. Ouais. C'était une jeune fille aigrie, elle avait jamais eu de... Donc, et alors, quand t'as la chance d'écrire, bah, tu commences une phrase dans un style, après tu dis, il y a cette chose qui existe, après cette chose qui existe. C'est vraiment l'amour du rap. L'amour de Big Daddy Kane, Public Enemy, LL Cool J, Run DMC, tout était mélangé là-dedans. Et... tu sais, quand on fait ses premiers raps, on a un sujet, comme tu l'as dit tout à l'heure, le racisme, la violence, la paix et tout. Et ben, je les avais déjà fait. Et donc, la première fois qu'on m'a entendu, j'avais enlevé ces écueils de rédaction. T'avais déjà une écriture différente par rapport à tout ce qui se faisait. Déjà à ce moment-là, en fait. Parce que les choses simples, entre guillemets, bah, heureusement que personne les a écoutées. Parce que sinon, c'est Abdou est noir, Bernard est blanc, pourtant rouge, et la couleur de leur sang. Tu vois, bref, tout le monde l'avait fait. Mais heureusement qu'on l'a pas écouté. Et puis, il y avait une certaine instantanéité. On allait souvent dans les sons de système. Et, bon, je crois pas qu'il y a des recettes, mais en tout cas, il y avait rien acheté. C'est-à-dire quand t'écris une phrase, parce que Viking de l'Empire du Soleil Levant, je sais pas du tout ce que ça veut dire. Je sais que ça fait du mal dans le crâne. Moine athée, mais pourtant croyant. Ouais, tu sais, je traînais avec beaucoup de Rasta. Et puis à l'époque, tu sais, il y avait un truc qu'ils appelaient le 00, tu sais. C'était une drogue qui venait du Maroc. Et tous les gens à Villeneuve-Saint-Georges, ils étaient rigolos. Et donc, on devenait aussi rigolo qu'eux. Je sais pas, ils parlent mini Austin, break, cabriolet. Je sais pas. À Villeneuve-Saint-Georges, il y avait un langage comme ça, toujours de rigolade. Et donc, il y a toujours de la rigolade, même dans les choses sérieuses que je fais. T'as gardé ça tout au long de ta carrière. Les blagues d'Aziz, les blagues de Florent, les blagues de... C'est vrai qu'on est un quartier de blagueurs dans le quartier nord. Tu t'es imprégné de tout ça. Et bouge de là, donc, dans Rapline, voilà, il y a le storytelling, tu racontes l'histoire et les images collent vraiment aux paroles et tout. Est-ce que le fait que Bouge de là soit dans Rapline, ça a aidé à la suite? Parce que c'est ce même morceau qui va être signé. Ouais, c'est énorme, c'est énorme. C'est passé sur Rapline. C'est comme un clip. Et puis il y a pas beaucoup de chaînes, donc c'est comme un clip. Cette fois, la chanson qu'on avait en cassette, elle était connue à Grenoble, à Toulouse, à Pont-Audemer, à Pointe-à-Pitre. Ça. Alors là, nous, on voulait le sortir comme les Rastas, faire presser des vinyles. D'ailleurs, on en a pressé 1000. Mais non, un jour, on a un rendez-vous à Polydor, rue Cavalotti, et pour écouter. Et il y a un gars qui s'appelle Philippe Ascoli. Il écoute donc Bouge de là, Caroline, Quartier Nord, post-Rapline ou pré-Rapline. Donc c'était ça, la démo que t'avais à ce moment-là, c'était ces 3 morceaux-là. C'est là, C'est fou. Et il dit j'aime bien. Et puis après on est allé dans le cycle normal. Le cycle normal. C'est Bouge de là qui a ouvert pour. Mais moi, ce que je veux savoir, c'est que c'était ton premier rendez-vous en maison de disque, Polydor, et direct, ça a été le bon. Incroyable. On est allé là-bas. Il est sympa. Il s'appelle Philippe Ascoli. Il a dit vous avez que ça? J'ai dit non, j'en ai un autre. Il y avait pas de musique, donc j'ai rappé un peu là. Direct comme ça devant lui. J'ai rappé, je crois que c'était le roi du tempo. Il a dit c'est bien. D'ailleurs, on l'a jamais fait le roi du tempo. C'était super ce truc. Super ce morceau. En réalité, tu sais, comme on savait pas jouer, on le faisait à la bouche. La débrouille. Bref, et donc, il nous a dit, on est prêt pour faire un single et peut-être un autre, un son et peut-être un autre. Et puis, quand on a su ça, on s'est dit, on pourra en faire peut-être plusieurs pour faire un album. Et
Donc Jimmy J a investi dans un studio. Ok. À Bagnolet. Ok. Et il dit, ça te dit pas de faire un album? Et donc j'étais obligé d'écrire d'autres morceaux. Il a dit j'étais obligé. Ah ouais. Mais c'était notre plaisir. Donc, mais là, Bouge de là, on le sait aujourd'hui, et on a le recul, c'est un tube énorme et tout. Mais j'ai ouï dire, et tu vas me dire si c'est vrai, que ça a pas pris tout de suite. Ça a été envoyé en radio et ça a mis du temps à prendre. Ça a mis effectivement du temps. Ok, parce que c'était nouveau, il y avait pas... C'est pas comme aujourd'hui, il y a du rap partout. On est à une période, on est dans le début des années 90, c'est hybride quand même comme morceau. Ouais, c'est pour les gens, pour le grand public, c'est ça. Oh, qu'est-ce que c'est bon, ça swing, c'est un peu ça a mis vraiment du temps, hein. Ouais. Parce qu'on en a pressé. On avait trouvé quelqu'un en Belgique qui s'appelait Play It Again Sam. Ça veut dire pièce ou je sais pas quoi. Okay. On a dit ouais, on va en faire 1000. Et puis on l'a refait un peu plus tard. Ok. Quand on a rencontré Zdar, Hubert Blanc-Francard, on a enregistré notre vraie version de Bouge de là avec un bassiste, Laurent Verneret, et puis supervisé par Jimmy J, Hubert Zdar, Jean-François Delfour, et on a fait le son différemment. C'est vrai que ça a mis au moins 2 ans. Ah ouais, quand même. Bah, moi, je le traîne depuis des années. Ouais. Tu vois, c'était mon rap, ma présentation. Ouais. Mais non, ça a pas été. Il y a eu un moment capital. Il y a eu à un moment donné un débat sur le rap dans une émission de Christophe de Chavannes qui s'appelle Ciel Montmardi. Je l'ai vu. C'était est-ce que le rap est une musique bon, c'était le rock contre le rap. Bon, c'était une organisation. Hein. Ouais. Ça se voit qu'il aimait le rap et qu'il voulait le faire découvrir. Okay. Et donc il y avait Ayam ce jour-là. Il y avait Cher Get Busy. Il y avait Claude MC, Mélaz évidemment. Et puis il y avait c'était un débat sur le rap et on a chanté à la fin. Voilà, l'explosion de Bouge de là, c'était peut-être le fait qu'il y ait un débat sur le rap à la télévision. Il y a Lionel D aussi. Lionel D. Qui était là. Ouais. Olivier Cachin. Et puis plein de têtes qu'on voit à droite à gauche. Match d'assassins, je me rappelle. Mais il y a un truc qui m'avait marqué, j'avais vu cette émission en direct et tout, et le truc qui m'avait marqué, c'est que il y avait un débat, et que t'étais très en retrait dans le débat, mais que c'est toi qui as eu la chance de faire la performance de ton morceau. Ouais. Alors je suppose que... Tu veux que je te raconte l'histoire? Oui, je veux bien savoir. J'arrive, il y a un plateau qui est vide. Ok. Comme on est des Villeneuvois, moi je m'assois à la place de l'animateur, je prends le micro, et puis je suis en train de mimer Christophe de Chavannes, ouais, l'Esquimau, mettez le plat de la bouche, machin, c'est ce qu'il racontait, donc je fais l'animateur. Donc le gars à la réalisation, il dit... bon, vous allez être là, sur le plateau. Parce qu'il croyait. Mais alors, quand ça a commencé, j'ai rien dit. J'ai rien dit du tout. En fait, j'ai pris la place de quelqu'un qui devait être là. Il pensait que... En réalité, je devais chanter à la fin. Ouais. Et être, justement, dans le scénario, ça devait être... Non, ça, c'est pas du rap. Ça devait être ça, le truc. Ah, ok. Et, mais comme j'étais là... Bon bref, en réalité, j'aurais jamais dû être sur le plateau. Ok, en fait, il t'a vu en train de blaguer, il s'est dit, ok, c'est le mec le plus extraverti, il faut qu'il soit là. Ouais. Alors qu'en fait, c'était pas du tout ce qui s'est passé. À la réalité, oui, je voyais en plus des gens, je vois, Ayam, ils sont là. Tu sais, moi, j'avais la cassette concept, je les vois. Et puis je vois, bon, les autres, je connais, Madge, machin et tout. Bah, je connais, j'ai des gros yeux, quoi. J'ai des gros yeux parce qu'il y a certains que je connaissais pas, quoi, de l'underground. Mais ça a été, ça a fait découvrir le rap au grand public. Ouais. Le morceau prend. Moi, je me rappelle, je te croise à l'époque un peu après la fac de Paris 8, et il y allait avoir la fête de la musique quelques jours après, et tu me dis, je te dis, qu'est-ce que tu fais pour la fête de la musique? En fait, quand je te demande ça, moi, je me disais, t'allais faire un petit truc de banlieue et qu'on allait s'incruster. Et tu me dis, ah non, je dois passer à République avec James Brown. J'étais pas prêt. James Brown, normal. Est-ce que tu te rappelles de ce concert? Ouais, je me rappelle. Il y a un gars qui me dit, qu'est-ce que ça vous dit? Je sais pas s'il le dit à moi ou à Régis ou à DJ, de faire la première partie de James Brown. J'ai dit, ouais, oui. Et je crois qu'on a encore que Bouge de là, Caroline, Quartier Nord. Tu vois, on est encore au stade des maquetteurs.
Puis on est allé faire la première partie de James Brown. Je sais pas moi, en fait, je devais être sur je savais pas ce que c'était. Franchement, tu vois, il y a plein de monde. Je crois qu'on a, on a de la chance. Hein. On a de la chance. On a de la chance. Bon, de la chance. Non, c'était surtout, il y avait plein de monde. Alors les gens, ils étaient au courant. On voyait quelques Villeneuvois qui connaissaient nos chansons. Et puis après, on voit le grand show de James Brown. Honnêtement, je crois que moi, j'oubliais tout. T'étais dans des sortes de rêves, quoi. Ok. Pour revenir à Bouge de là, moi, comme je t'ai dit, j'ai suivi 501, que ce soit sur Radio Nova ou sur Radio Star. Et là, dans Bouge de là, on découvre Mélaz. J'avais jamais entendu parler d'elle autour de vous, même, je savais même pas qu'elle était... Tu peux nous raconter la rencontre avec elle et comment elle se retrouve sur Bouge de là et plus? Mélaz, un jour, je suis convoqué. On me dit, il faut que tu ailles à Créteil, il y a une fille qui veut te voir, elle s'appelle Mélaz. Ah, carrément. Ouais, elle chante bien. Ok. Bref, on va à Créteil et puis je rencontre Mélaz. On n'a rien fait. On n'a pas enregistré Bouge de là en maquette. Elle est connue et puis moi je suis connu grâce à Radio Nova. Ouais. On sympathise. Puis on se balade souvent ensemble, on a un ami en commun. Et puis un jour, je lui dis, il y a un studio là-bas à Noisy-le-Sec, et elle est là depuis le premier jour. Quoi. Je suis venu avec elle, donc elle a intégré le 501 directement. Ok. Elle a vu, témoin privilégié, parce qu'elle a vu tout le truc se faire. Elle était là à chaque fois qu'on devait partir au studio. Ok. Un petit coup de téléphone à Mélaz, est-ce que tu veux venir avec nous? Ouais. Et puis au moment où on enregistre, on se dit. Est-ce que tu peux faire la voix dans Bouge de là? Voilà. Elle est plutôt raga. C'est vraiment quelqu'un qui nous a... on allait dans des sound systems, on allait dans les soirées rap, on a fait plein de morceaux, franchement, avant les Américains, les bons samples bien traités, Bouge ton bottom groove, des belles chansons Pascal et tout. En fait, elle avait une forte réputation de chanteuse. Ok. Et comme on marchait toujours en bande ou entre les gens qui aiment le rap ou le hip-hop, donc on va au studio, on va avec les gens qui dans tous les endroits on amène du monde, quoi. Ouais, c'était comme ça, hein, c'est clairement comme ça. Et puis super extraordinaire. Ok. Elle traînait avec un gars qui s'appelle Marc. Ouais. Qui était là aussi depuis les premiers jours, à Noisy-le-Sec, Créteil, partout. Ok. En observateur distant. Super. Ok. Voilà, la voix féminine. Voilà, qu'on entend dans Bouge de là. Et sur le remix qui est incroyable. Et le remix. Là, on voit sa voix positive, sympathique, sa façon de bouger, son côté raga. Ouais. Allô, Mélaz au téléphone, et c'est pour un sondage. La voix. Ouais. Et elle a fait on a fait plein de maquettes à Noisy-le-Sec, hein, avec Jimmy J, il y avait Crazy B à l'époque, il y avait, c'est vrai que, tous ceux qui viennent de l'avant, il y en a plein. Qui ont fait leur chemin, après, quoi, c'est fou. Très bien. Bouge de là, donc devient un tube énorme, un carton énorme, et il y a le milieu du rap qui commence à le bouder. C'est à une époque où il y a des débats underground commercial, faut rester que dans le milieu hip-hop, ou est-ce qu'on a le droit d'aller toucher le grand public et tout. Toi, dès ton premier single, il y a déjà ce truc qui plane au-dessus de Bouge de là. Est-ce que ça te déconcentre pour faire ton album derrière? Non, ça m'a pas déconcentré, parce que pour moi j'étais une sorte d'équilibre entre Bouge de là, Caroline et Quartier Nord. Okay. Et puis en tout cas pour les Parisiens, j'avais déjà je sais pas quelques années d'existence. Ouais. Donc quand on fait le premier album, on n'est pas concentré, on n'a aucune peur, parce que c'est notre premier album. Jimmy J, c'est la première fois qu'il va en studio. Il y a deux gars qui arrivent, Hubert Esdar, qui viennent nous dire c'est comme ça qu'on mixe et nous proposer quelques morceaux. Non, c'est après. Après, à l'arrivée du deuxième album, là on se dit il y a tellement de débats chez nous. On en parlera donc après. Qui sème le vent récolte le tempo. L'album sort. Il me semble que le single qui accompagne la sortie de l'album, c'est Victime de la mode, si je me trompe pas. Ouais.
Voilà. Bouche de là. Ouais, ça d'abord. Victime de la mode. Voilà, Victime de la mode. Un morceau que j'ai vraiment apprécié, que j'ai vraiment aimé. Il me semble que j'avais écouté, moi je suis un fouineur, j'avais écouté une version sur George Benson, il me semble. Donc j'ai eu la chance d'écouter cette version. Oh là là. Qui était magnifique. J'imagine que vous avez pas eu les droits pour le sample ou un truc comme ça? Nous on était légalistes alors qu'à l'époque on savait pas s'il fallait sampler ou pas. Ouais. Mais heureusement qu'il y avait des gens, on dit, vous savez qu'on n'a pas le droit de prendre la musique des autres. Alors on l'a enlevé. Ça, c'est typiquement un morceau issu de Paris 8. C'est-à-dire prendre du recul. Alors moi, tu sais, comme j'avais peur que les étudiants à l'université Paris 8, dans la chaire spécialisée dans le hip-hop, j'avais peur que quand ils récoltent des textes, ils stéréotypent le hip-hop. Ouais. Tu sais, pour la grande soirée faite par Fatima, tout en haut du centre Beaubourg, là. Ok. Ouais. Alors là, je me suis dit, alors là, ils vont dire que le rap, on peut raconter que des trucs comme ça, du moins, que c'est tout similaire, entre guillemets. Ouais. Et donc, j'ai écrit un Victime de la mode, comme ça, que j'ai glissé dans les feuilles. Ok. Et puis j'ai écrit, mais qui m'a servi plus tard, parce que j'ai écrit aussi Armand est mort. Ok. Que j'ai mis dedans. Et donc, quand ils sélectionnaient des textes pour... Et il y avait deux équilibres différents. C'est-à-dire qu'il y avait des textes de rap classiques qui venaient de Bobigny, Val-de-Marne, 91, tout le monde. Ok. Et puis j'en ai mis deux comme ça pour pas qu'on stéréotype. En gros, sinon ils allaient dire les rappeurs parlent de leur poste, ils veulent aller là. Ah ouais, je vois. Alors ça c'était une esbroufade, mais ça c'était pas signé. Ouais. Mais après quand il fallait que je fasse un album, t'as récupéré les textes. J'ai récupéré les deux. C'est pour ça qu'ils sont différents. Ils sont différents, mais ils ont un bon style quand même. Mais moi, Victime de la mode, je trouve ce morceau magnifique. Qui choisit les singles à ce moment-là? Alors c'est pas moi. Ok. Parce que moi je suis toujours dans l'idée d'être étudiant. Ok. Non, c'est pas moi. Ok. Je trouve que c'était ça devait être Jimmy J ou Hubert ou bien Philippe Ascoli. Ouais. Ou même pas, puisqu'il était parti. Je sais pas. Ça doit en tout cas, c'était pas toi. Non, moi, franchement, j'aimais le morceau 1, le morceau 2, le morceau 5. J'aimais tout. Moi, j'aime tous les morceaux que je fais à l'époque. Ah, c'est dingue. En tout cas, moi, cet album, je suis jeune collégien. Quand je l'avais en cassette, je me rappelle. Quand j'écoute l'album, je précise que je suis jeune dans le sens où, quand on est jeune, on est souvent influençable. Donc moi, t'es le premier rappeur français que j'ai écouté. Avec le 501 Posse, avec Soumi, avec Striker D et tout. Et donc, t'as une place spéciale pour moi. Et avec Bouche de là, il commence à avoir ce truc dans le milieu, ouais, mais c'est trop commercial et tout ça. Donc ça rentre dans ma tête, mais en même temps, t'es le premier que j'ai écouté. Donc ton album, je me le procure. Je l'écoute. Et comme je suis un jeune, mais que j'ai quand même mon caractère, j'arrive à l'écouter avec des oreilles fraîches, sans l'influence, en fait. Et je le trouve magnifique, l'album. Et je trouve qu'il est écrit différemment de tout ce qui se fait à ce moment-là en rap français. Et je trouve qu'en vérité, il y a un bon équilibre entre ce qui est fait pour le grand public et ce qui est fait pour la base, entre guillemets. J'utilise des mots grossiers. Mais étant en plein dans la base à ce moment-là, j'avoue que le premier morceau sur lequel j'accroche, c'est Raga Jam. Raga Jam. Est-ce que tu peux parler de ce morceau avec Raga Sonic, avec le jeune Kerry, c'est-à-dire Kerry qui n'est pas encore James, qui est juste Kerry, Daddy Kerry. Daddy Kerry, Rudy voilà. Dr Calmette, voilà. Orly. Comment se fait ce morceau? Comment se fait ce morceau? On a enregistré plein de morceaux pour faire un album. Et puis un jour, je passe chez Blue Moon. Ouais. Blue Moon, qui est un magasin où on vend un magasin de reggae, quoi. De ragamuffin. Voilà. Comment se fait ce morceau? Mais là, on va être vraiment dans l'anecdote. Hein. Un jour, je marche dans la rue, je rencontre Little Danny du Kwame Nkrumah Sound System. Je suis un grand fan de Little Danny. Ouais, on marche. Hop, on se retrouve chez Jah Love International dans le 18e. Ok. Alors, tu dis Jah Love International, c'est un appartement où il y a des gens qui fument des joints. Après, on descend. Après, il me montre c'est là, Blue Moon Record. J'achète un disque, tu sais, un 45 tours. Ouais. Hop. Et puis, je pars au studio et je dis, on peut faire un dernier morceau. Ah, donc l'album est il est terminé, fini, en fait. Ouais. Ok.
Alors, et là, Hubert il dit, non, on peut pas rapper sur une phase B. Et donc, il le transforme un peu. Et là, il y a vraiment du monde. Hein. Il y a Keisha, Ekomba, HAWK, Big Red, Kerry James. Il y avait un gars comment il s'appelle, Big Red et Daddy Maury que j'avais croisé à Orly. En fait, il y a à peu près 15 personnes. Venez, on fait un morceau tous ensemble. Et malheureusement, ça commence par Big Red, qui va vite. Et après, tous les rappeurs qui venaient, ça faisait trop... ça a descendé le truc. Et on a gardé ceux qui allaient un peu vite. Non, super, quoi. Quand Kerry, il arrive, ça speed. En fait, je sais pas, je voulais un morceau de raga, parce que j'avais le truc un peu raga. Au final, il était super important dans l'album, je pense, ce morceau. Ça permettait d'ouvrir. La seule peur que j'avais quand même en faisant de la musique, je savais pas que l'album allait sortir, hein, mais c'était que tous les gens que j'ai rencontrés dans la qui puissent être là, quoi. Vraiment, hein, on était une vingtaine. Et sur d'autres titres aussi, j'aurais pu... Donc là, en gros, t'es en train de m'expliquer qu'il y a une version de Raga Jam où il y a Keisha et Ekomba. Et d'autres. Tout le monde est passé. Incroyable. Il faut retrouver cette version. Je vais envoyer mes messages sur Il faut fouiller dans des bandes. C'est ça. C'était ça à l'époque. Donc... J'ai revu Ekomba aux États-Unis un jour. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu fous là, toi? Il dit, je suis là. Très bien. Bon, super album, Qui sème le vent récolte le tempo aussi, qui sortira en single. Tu connais les joies de la tournée, en fait. Alors oui, ce sont des tournées qui sont des tournées comme les tournées à l'époque. C'est-à-dire, tu vas dans des villes où il y a des MJC améliorés, des festivals un peu plus tard. Non, en général, on allait, on avait un camion dans un de location, il y avait un téléphone et on répondait et on y allait. On en a fait plein comme ça. Ensuite, on a trouvé un tourneur où on a pu faire quelques festivals où on était des étrangetés. Donc c'était festival et puis tu sais des je sais pas comment on appelle ça des MJC améliorés. Des fois on va dans un concert et on peut même c'est où? C'est là, t'es dans le salon des gens. Et puis surtout, on y allait comme ça. Nous, on kiffait, quoi. Ça nous faisait découvrir la France. Et puis, à un moment donné, ça a été structuré, Il y avait un tourneur à Montreuil qui s'appelait Turbulence. Et là, on a eu des dates. Mais c'est pas des choses grandes. Mais à chaque fois qu'on chantait, il y avait dans la région des gens qui aimaient le rap. Ça, on s'en rendait compte. C'était pas... C'est pas des grandes tournées. C'est pas la grande tournée, ça viendra plus tard, mais en tout cas, ça vous permet quand même de diffuser votre musique. Et le premier album, c'est un succès. C'est un succès pour nous, humainement. Pas que pour vous, hein. On a pu aller en Afrique. C'est beau. On est allé en Afrique, on nous dit, ça vous dit pas d'aller en Afrique pour quelques dates. Hop, on crée une Dream Team avec les gens qui sont dans le studio. Black Jack, Mikey Moss, Menedik, Bambi Cruz, Arlini, Régis, on part à plein, on fait une dizaine de pays. On revient. Et ça a été un succès, mais franchement, nous, on le voit pas. On le voit pas. On prend le métro, le RER. À l'époque de Qui sème le vent récolte le tempo, t'es dans le métro, dans le RER encore? Ouais. Et puis on va au studio. En fait, il y a un studio à Bagnolet. Et puis on aime la musique. À chaque fois, il y a un nouveau sample. Non, franchement, on le voit pas. On le cherche pas, le succès. On est toujours à Bagnolet. Mais pourtant, t'es le premier rappeur, si je me trompe pas, le premier rappeur français à faire le crossover, comme on dit, à toucher le grand public dès le premier album, à même débroussailler le chemin pour les autres. Parce que il y a un moment inoubliable, t'étais passé chez Jacques Martin, qui le repose en paix. Et Jacques Martin, à qui le dimanche sur France 2, enfin Antenne 2 à l'époque, appartenait. C'était le dimanche, c'était à lui. Tout le dimanche après-midi, c'était lui. Et il avait son émission, et je me rappelle qu'il te présente, et il t'appelait Max Solar, pas dit MC. Donc tu sentais qu'il connaissait pas
très bien tout ce truc-là. C'était nouveau, en fait. Ouais. T'es le premier rappeur qui rentre dans ce truc-là. Ouais. Donc, c'était beaucoup plus large que tu veux nous faire croire. C'était un gros succès. C'était un coup de chance. C'est-à-dire qu'il y a un programmateur qui nous a mis dedans. Ouais. L'animateur, je crois pas qu'il était au courant. Parce que quand il a découvert, alors qu'il connaît pas trop le rap, évidemment, ouais. mais quand il a découvert les paroles, et les publics, tu sais, quand tu dis j'adore avec du sel et bien cuit, j'ai vu les yeux des gens, et je crois qu'ils ont peut-être pris le truc au sérieux. Bon bref, il a pas aimé. Ok. Normal, hein, parce que c'est pas lui certainement pas lui qui a choisi. Et puis surtout après il dit, allez, on les raccompagne, passons à de la vraie chanson française. Bon, c'est super. Moi, je suis pas au courant. Hein. Ouais. Et j'ai rendez-vous à Place des Fêtes le soir avec des Zoulous, c'est-à-dire des gens qu'on a croisés dans le métro, des taggers et tout. Hop, et puis j'arrive là-haut, et ils mettent une cassette VHS. Waouh, oh là là, oh la honte, oh merde, oh c'était super. C'est-à-dire que dans ta cueille, tu crois que tu vas regarder un film et on dit, allez, on les raccompagne. Bah, c'est vraiment quelqu'un qui ça se trouve, il s'est fait virer après, hein, de nous faire passer là. Ouais, on sait pas, mais en tout cas, ça a servi quand même à débroussailler, couper les herbes t'as créé un chemin pour ce qui allait devenir le côté mainstream du rap, vraiment. Et après cet album-là, il y a un move incroyable qui vient contrebalancer tous les dires d'une certaine partie du milieu hip-hop. Hein, c'était pas tout le milieu hip-hop. Ce côté, oui, Solar, c'est trop commercial. Si tu vas apparaître dans Jazz Mataz, projet de Gourou, repose en paix, Gourou de Gangstar, donc qui est déjà connu avec Gangstar, et là qui va vouloir faire un projet où il mélange le hip-hop et le jazz. Donc il va inviter beaucoup de gens du milieu du jazz, du milieu du rap aussi américain, et tu seras le seul français dessus. Et vous allez faire le morceau Le Bien, le Mal, et il y aura un clip et tout, et ce sera incroyable. Gourou sera en France et tout. Est-ce que tu peux me raconter comment cette histoire-là arrive en fait? Ça arrive par hasard. On est dans un endroit qu'on appelle le Midem. Ouais, à Cannes. Il y a une attachée de presse qui me dit oh, il y a un truc là-bas, est-ce que tu veux venir? Et non, on devait chanter un titre là-bas. Ok. Donc on y va et on fait avec Christophe, Jimmy J et les balances. Il y a DJ Premier qui arrive et qui dit c'est quoi ça? C'est-à-dire que Jimmy J avait fait mélanger des choses et ça avait étonné DJ Premier. Et puis ils s'échangent les téléphones tranquille. On chante, qui sème le vent récolte le tempo, pam 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 pam. C'est un morceau très jazz. Très jazz. On était influencés par eux. Et puis on est toujours dans notre studio squat quelques mois plus tard. Puis sur le répondeur, il y a Gourou qui appelle et qui dit avec sa voix de rappeur qu'il y a un projet de mixer le rap et le jazz, voilà, sur le répondeur. Ah, alors là, le répondeur, on a écouté 50 fois, ce qui fait « Yo, Solar, it's good ». On écoutait ça 50 fois. Et puis, il est venu à Paris. Alors on lui a fait visiter plein d'endroits. Et puis, à un moment donné, on va faire un morceau. On va dans un studio, on fait un morceau aussi simplement que ça. Il y a Jimmy J, Gourou, Patrick Moxie, son manager de l'époque, Hubert, Zdar. Ils partent de rien et ils arrivent à faire ce morceau pendant qu'ils sont en train de frapper les choses. On est en train d'écrire. Je sais pas, je trouve que c'est quand même un peu simple les trucs. C'est le hasard d'une rencontre. C'est fou. Il s'est souvenu ou il avait le téléphone du squat studio de Bagnolet. C'est assez simple. Mais alors on se baladait partout dans Paris. Il fallait lui faire découvrir. C'est quelqu'un qui était assez ouvert par rapport au message qu'il balançait. Donc il dit j'aimerais savoir s'il y a un quartier chinois. Il y a un quartier chinois. Est-ce qu'il y a un quartier black? Est-ce qu'il y a ceci? Est-ce que c'est là? Il a rencontré tout le monde, de tous les crews, de tous les possis. C'était pas pour le montrer, mais il voulait comprendre plein de choses. Et puis on a fait. Il donne le thème. Le bien, le mal, et puis chacun se met à écrire un couplet. Ça a duré pas longtemps, hein. Ok. Mais
Je sais pas, moi, on dirait que je raconte pas avec enthousiasme. Mais le morceau était énorme. C'est une des premières collaborations entre la France et les États-Unis. Je dis une des premières parce qu'il y en a quelques-unes un petit peu avant quand même. Mais celle-là, il y a un clip, ça va loin. Moi, la première fois que je vois ce clip-là, c'est dans YoMTV Rap. C'est pas sur M6. La première fois que je tombe sur le clip, c'est dans YoMTV Rap. Il me semble que Fab Five Freddy était à Paris, si je me trompe pas. Mes souvenirs sont bons. Ça devait être Spike Lee qui a fait le clip, et puis il avait autre chose à faire, et c'est Fab Five Freddy qui a fait c'est fou, ça. Spike Lee qui devait faire le clip du bien et du mal. Ou Fab Five Freddy, c'est pareil. Mais Fab Five Freddy, moi, c'était énorme. Du coup, qui est un des animateurs de YoMTV Rap. Donc, animateur de YoMTV Rap, les 5, c'est un tagger, hein, les Fab Five, les Fabulous Five, qui est maintenant photographe, qui fait des séries sur le hip-hop, et qui, à l'époque de B-Side, un des premiers rap français, change de beat. Change de beat. Il était dessus. Mon nom c'est Fab Five Freddy, tout le monde me connaît, et toutes les filles de Paris, elles me courent après. Donc c'est-à-dire que même avant, il était déjà en France. Déjà dans les années 80, il rappait déjà en français. Non, c'était un moment super. On avait un traducteur, un gars qui parlait anglais, qui s'appelait Thibaut de Longeville. Oui, bien sûr. Franchement, l'idée, il a dit, bon, je vais venir à Paris. Il avait la vision du clip. Il est arrivé avec Fab Five Freddy. Là, j'ai vu l'impact international des choses, parce qu'on m'a téléphoné, on m'a dit, est-ce que tu veux aller en Allemagne, en Autriche, faire des tournées? Nous, on dit oui. Et puis, dans plein d'endroits, en Angleterre, etc., les gens, ils connaissaient. Bon, il y avait Gangstar qui était connu, mais grâce à ce morceau, t'es devenu le premier rappeur international. Ouais. Bah, je dis oui. Mais... Non, clairement. Moi, je me rappelle être allé en Angleterre. Je disais que je rappais en français. On me disait MC Solar. MC Solar. Tu vois, c'était fou. Bon, j'étais dans un bon véhicule. La compile Jazzmatazz était extraordinaire. C'était un moment de rupture qui va vers l'acid jazz et d'autres expérimentations. Ils avaient apporté un truc qui mêlait le hip-hop et les musiciens, c'est-à-dire la Concorde. Et puis bon, j'étais... ça a été un des singles, donc... c'est explosé. On l'a chanté très peu ensemble. C'est normal. Très peu ensemble, parce que bon, il était américain. En plus, j'adorais ce morceau. Vraiment bien. J'adorais ce morceau. Qui avait fait la production? C'est un mélange de tous. Jimmy J. Alors là, franchement, ils étaient tous ensemble dans le studio. En tout cas, tout a été créé à Paris, en tout cas. Là, c'est ça que j'aime pas chez eux, là, les musiciens. Ils arrivent, ils ont rien, 5 minutes après, t'as un truc qui cartonne. 2 heures après. C'est ça. Ils mettent leur cerveau en réseau. Il y en a un qui met l'autre, il dit, il aime ça. Il y a une guitare qui fait ting. Après, tu dois rapper dessus. C'est super. C'est super. Gourou était content, vraiment. Et toute l'équipe, Ok, très bien. On va avancer vers le deuxième album qui est Pros Combat. Est-ce que t'as une pression? Parce que premier album succès, il y a le truc avec Gourou, Jazzmatazz, succès, et comme je disais, ça contrebalance. C'est-à-dire, il y a les gens qui disaient, c'est trop commercial. Ils étaient en train de bouger la tête sur le bien, le mal. Ils disaient, mais en fait... Donc, il y a quand même une attente. Est-ce que, comment toi, tu rentres en studio? Comment vous faites l'album? Est-ce que dans ta tête, tu te dis, c'est chaud, faut que je confirme le succès du premier album? Et je le répète, tu as fait Caroline, tu es le premier succès, la première chanson d'amour dans le rap à marcher, c'est toi qui fais. Donc, t'as toutes ces couronnes, en fait, ces ceintures, on va parler comme des boxeurs. T'as toutes ces ceintures-là. Est-ce que t'as une pression? Tu dois remonter sur le ring, là. Il y a une pression. Parce que je sens que le message, c'est pas 90%, mais ce que j'aime, c'est-à-dire le hip-hop. Il y en a qui disent c'est pas ça le vrai truc. Donc il y a surtout mon entourage a envie de faire un album plus rap. Ils ont une pression. Et donc je l'ai aussi. Ils sont pas sûrs qu'on a pris le bon chemin. Est-ce qu'on trahit pas l'essence du rap? Moi qui allais voir Public Enemy, Cash Money, Marvelous, Koji Rap et DJ Polo, Jimmy J veut montrer qu'il peut terminer les morceaux. C'est-à-dire, ça y est, maintenant, il y a le compresseur Massenbourg, il comprend beaucoup de choses. Et il a une vraie envie.
Et nous aussi. Surtout les producteurs, ils veulent montrer qu'ils savent faire des choses. Ok. Et il y a une vraie pression que je ressentais. Parce que souvent ils parlaient. Il faudrait qu'il y ait plus d'un infrabasse. Tu vois, donc ils se posaient des questions, mais c'est des questions légitimes parce qu'ils sortaient, ils allaient dans des soirées, ils écoutaient de la house music. Non, il y avait une pression. Et puis même pour moi, je me suis dit, attends, tous les gens que je connais là, pourquoi ils disent ça et tout. Il y avait une pression. Ok. Mais j'ai pas fait des morceaux de combat contre les rappeurs. Je me suis dit, je vais rester dans mon délire, c'est-à-dire je trouve une première phrase. Et puis j'y vais. On est allé dans un vrai studio qui s'appelait Plus 30, avec Claudine et Claude, rue des Annelais, dans le 19e. Et là, il était à nous pendant toute la journée. Et donc, on avait un confort de travail. Hop, ils arrivaient, ils faisaient la musique sur place, j'entendais, j'écrivais, mais on avait, tu sais, ils ont essayé de faire un album pour prouver qu'ils étaient légitimes, et peut-être moi aussi, où ils ont carrément enlevé les choses comme les refrains, les mélodies. Ils ont fait un album à 100% hip-hop avec les machines. Sans ajouter des différents trucs qui me faisaient plaisir, des envolées. Donc il devait avoir une pression pour vouloir faire un album strictement avec des machines. Je vois. Mais le premier single qui arrive en éclaireur, c'est Nouveau Western. Et là, en vrai, moi, je me rends pas compte de tout parce que j'ai pas le recul que j'ai aujourd'hui. Mais en vrai, vous créez au niveau du beatmaking le rap français. Vous samplez Gainsbourg, vous samplez pas un morceau de soul ou de funk américaine, vous samplez le patrimoine français. Et aujourd'hui, avec le recul, je dis que on n'a pas créé au niveau du beatmaking le rap français ce jour-là. Ah, c'est fort probable, parce que il y a Hubert, Jimmy J, ils sont ensemble. Et puis il y avait un débat sur rap français, rap en français. Je me souviens très bien. Moi j'étais plutôt dans on fait du rap, on s'adapte. Et puis quand Hubert a cette idée, j'avais écrit des choses qui le vent souffle en Arizona, et il s'est dit attends, je reviens dans quelques jours avec quelque chose d'autre. C'est lui qui a eu donc le texte existe avant la musique. C'est ça que tu me dis. Le premier couplet. Et c'est là qu'il me voit en train d'écrire. Et ça lui donne une idée. 3 jours après, il arrive avec... il y a un bout de texte. Après, il fallait terminer. Il m'a dit, c'est un peu court. Donc, je fais un deuxième couplet. Il me dit, c'est un peu court. Je fais un troisième couplet. Il me dit, c'est un peu court. Je fais un quatrième couplet. Il y a 4 couplets sur le morceau. Et ça n'a pas de sens. Il n'y a pas de refrain. Et c'est ce qu'il voulait. En fait, il aimait pas la variété. C'était ça leur truc. Donc, ils se sont mis des difficultés. Mais vraiment, ils se sont mis des difficultés, quoi. À part obsolète, ils se sont mis des difficultés. Mais c'est bien, défense et illustration du rap français. Moi, j'avais déjà le sentiment, en ayant bougé avec le premier album, que franchement, le rap français, M6 Solar, NTM, IAM, en Europe, quoi, les gens, ils aimaient le rap français. Mais c'est Hubert qui a eu cette idée de patrimoine. Mais c'est quelque chose que moi j'étais jamais entré dans le débat. Est-ce que c'est du rap français, ou est-ce que c'est du rap français qui doit ressembler au rap américain, ou est-ce que c'est du rap en français ou XY. En fait, il faut toujours avoir les deux avis pour choisir. Non, il a une très très bonne idée, et puis ça, c'est un superbe idée. Non, mais c'est la musique, quand on l'écoute, elle est dingue vraiment, et ce que tu fais dessus, c'est complètement fou aussi. Le clip est magnifique aussi. Un clip magnifique, Stéphane Sednaoui. Voilà. Et moi, le truc qui me marque, c'est que t'es invité au journal de 20h sur TF1 pour parler de Pros Combat. Ton qu'est-ce que j'ai pu dire. Et ça n'existe pas à ce moment-là. Il y a aucun rappeur qui est invité sur TF1 dans le journal de 20h. Est-ce que t'as des souvenirs de ça? J'ai le souvenir il y avait une équipe promo avec Safia, Lauriane, Aranja. On allait voir souvent des concerts et elles ont dû trouver ce truc-là pour qu'on aille là-haut. Non, j'ai pas de souvenir. Tu te dis pas c'est énorme ou c'est peut-être trop gros pour moi ou pas? Non, moi je suis un élève, j'écoute. Mais
Ben non, j'écoute, et une fois que t'es en face, je crois que j'ai dû parler de l'album. Ouais. Non, c'était propre. Je trouve ils ont pas essayé de te piéger ou quoi que ce soit, c'était vraiment propre. Et c'est là que je me suis dit, wow, il est en train de se passer quelque chose, et MC Solar est en train de passer à un autre niveau, en fait. Ben c'est pas mal, parce qu'il y avait un album déjà auparavant, qui était un peu aimé des Français, du moins des jeunes de l'époque. Non, moi, je sais pas. Tu l'as trop vécu de l'intérieur, en fait. T'as pas le recul sur ça. Ah ouais, j'étais certainement des fois plus impressionné d'avoir revu Saxo que d'être là-bas, tu vois. Ok. Parce que j'étais assis. Non, c'est pas des choses qui me marquent parce que je le vois pas. Voilà, je suis dessus. En tout cas, moi de l'extérieur, je me disais waouh. Ok, là, ils sont passés à la vitesse supérieure. Il y avait tout le rap qui était passé à la vitesse supérieure. Il y avait une révolution. Personne n'était sur TF1 à 20h. Personne. Ah, oui. Là, c'était la folie. Oh, ça devait être avant une tournée, un truc comme ça ou... Non, c'était pour la sortie de l'album. C'était complètement fou. Et moi, à cette époque-là, il y a DJ Cut Killer qui est en train de faire ses premières mixtapes en cassette et tout. Et il fait une mixtape et il mixe tout un tas de nouveautés américaines. Ouais. Et en plein milieu, il y a un morceau extrait de ton deuxième album, que moi, à ce moment-là, j'ai pas encore l'album entre mes mains, et j'entends « L'ennemi a cessé d'acheter ses cassettes de KPDP ». Ah ouais. Cut Killer met le morceau entre deux morceaux américains, et déjà, le rap français n'a pas à rougir à ce moment-là. Quand ce morceau, entre deux morceaux de rap américain, il y a pas de souci. Et surtout, je découvre ce morceau magnifique, featuring Souni MC, Ménélique, les sages poètes de la rue, et je pense que j'oublie personne. Si. Moi. Non, j'ai dit featuring, donc. Bravo. C'est ton morceau à toi. L'ennemi a cessé d'acheter ses cassettes de KPDP. Je suis en train d'écrire dans un studio. Je suis en train d'écrire toujours dans le studio squat. Et puis, au moment de partir, j'écris je sais pas quoi. Et puis, je fais l'ennemi. Ouais, il faut que je continue. A-C-C. En fait, je sais pas si c'est imagé, mais ce sont des lettres, quoi. Voilà. Les lettres N-M-I. Faut aller le voir sur H-T-C-K. Sur le CD ou en streaming, vous allez comprendre comment ça s'écrit, en fait. Une fois que j'ai assemblé le truc, hop, je le colle dans le studio. Et demain, on va enregistrer un truc là-dessus. Donc, on dirait un prof de philo. Vous avez 2 heures. Non mais. Et on arrive le lendemain au studio. Il y a les sages-pots qui ont écrit. Alors lui, Zox, il revenait de New York, ou bien il lisait de sources. Je sais pas, mais il a dit ok. Donc ça veut dire que ça, c'est les cassettes qu'on vend à la sauvette dans les rues de New York. Les bootlegs. Il a pris le sens bootleg. Souni MC, il a pris le sens KPDP. En fait, c'était quelques figures imposées. Ok. Donc là, j'ai dit voilà, on fait le morceau demain sur ce thème. Et non, ils étaient dangerous. Ah, il est incroyable ce morceau. Dangerous. Ben, en réalité, c'est vrai qu'on avait la pression sur l'album Pros Combat, mais on était dans la joie. Il y avait plein de gens au studio, n'importe qui rentrait, il prenait le micro, et puis le morceau était fixé pour l'éternité. Ok. C'était... non, c'est vraiment un morceau. Il y avait Logilo, DJ Sick, Jimmy J, Zdar. Chacun a pris un truc. Le rythme évolue. Chaque beatmaker a pris la partie avec un rappeur. C'est vrai que le beat change il change beaucoup, en fait, le beat sur le morceau. Chacun a changé. Expérimentation. Et alors, c'est là que c'est dans l'ennemi a cessé d'acheter que Zoxy, il arrive avec Bas les pattes. C'est ça. Oh là là. Moi, je suis là, je dis, qu'est-ce qu'il fait? Bas les pattes, voilà le psychopathe. Waouh! Et non, c'est super. Incroyable. On avait une force, et si on avait une pression pour faire le deuxième album, on avait une force de plein de gens qui venaient au studio à Bagnolet. Parce que c'est important, on l'a pas dit, mais entre le premier album, deuxième album, il y a une compilation qui est faite par Jimmy J qui s'appelle Cool Session. Cool Session. Où il y a plusieurs rappeurs qui viennent poser sur ce projet, et ensuite il y a la moitié de ces rappeurs qui gravitent autour de vous, qui sont souvent au studio. Ils sont au studio, donc on a des certitudes. C'est-à-dire que c'est cool, on entend toujours de la création nouvelle. Et
la puissance, c'est que quand t'écoutes plein de gens, t'es obligé de faire un truc différent. Ouais. Et donc beaucoup de trouvailles que j'ai eues, c'est parce que avant-hier j'avais écouté un morceau de quelqu'un, donc il faut pas que je le fasse. Ouais. J'ai écouté un morceau de Démocrate D, donc il faut pas que je le fasse. J'ai écouté un morceau de Sage Poète, donc il faut pas. Et c'était trouver des interstices qui ont créé des étrangetés, comme ces vers sont pour ton corps ou obsolètes. C'est parce que tu veux pas faire les autres trucs que les gens y font, parce qu'ils doivent sortir potentiellement bientôt. Ouais. C'est bien d'avoir du monde, parce que ça te permet de trouver un autre chemin. C'est clair. Mais justement, j'ai lu quelque part, quand tu parlais de Obsolète, le morceau, qui est magnifique, que au niveau des placements, tu t'étais inspiré de ce que faisait Scarface, de Ghetto Boys. Et je sais que Démocrate D, ils écoutaient beaucoup Ghetto Boys, Scarface et tout. Ouais. Et quand t'as dit ça, je suis un grand fan de Scarface aussi. Je me suis replongé dans ce qu'il faisait à ce moment-là et effectivement, j'ai vu le lien. Et il y en a partout. C'est dingue. Scarface, Bushwick Bill. Ouais. C'est des rappeurs texans, je crois. Exactement. Très, très, très. Ils te font des films, des séries noires. Ouais. Avec un flow compréhensible. Alors, il y a des films gore, il y a raconter la réalité. Ouais. Il est dans plein de morceaux. Et alors là, c'était notre religion, notre madrasa ou notre comment on appelle ça, monastère. On arrivait au studio, il y avait toujours du Ghetto Boy qui tournait. Okay. Mikey Mosmos, Ghetto Boy, et on écoutait les morceaux et ça devient poreux. J'ai fait la concubine de l'hémoglobine, c'est pas le flow, mais c'est l'idée, l'atmosphère. Voilà, on reconnaît l'atmosphère. Ça nous influence. Le crime, Démocrate D. Ouais. Oh. Et alors les gens, ils aimaient pas, ils disaient ouais, c'est les gens, pas les rappeurs, mais les gens ils disaient c'est gore. Ouais. Non, c'est vraiment une influence. Si j'ai des influences américaines, j'ai Ghetto Boy et MC8 de Compton Most Wanted. Mais je ne sais pas pourquoi. T'es mon gars. Ça, c'est pas de ma faute. C'est un des CD que j'ai acheté, donc quand t'en as pas beaucoup. Ouais, tu l'écoutes tout le temps. Et je te jure. Et ça rentre en toi. Alors, voilà, mes influences. C'est vrai qu'à un moment, tu disais souvent le G sur cet album-là. Parce que moi, j'écoutais ça tout le temps. J'étais dans mon truc coréen. J'ai fait bon, et donc, c'était mes gammes à l'époque. Mais, comme on parlait de Ghetto Boy, si ce n'est que c'est un groupe, super, je sais pas, il y a un morceau qui s'appelle Ever So Clear. Ouais. Quand Bushwick Bill, le storytelling, ça m'a conforté dans l'idée de raconter des choses. Ever So Clear de Bushwick Bill. Ouais. Ce morceau est personné. Ouais. Tu vois toute l'histoire. Ouais. Tac, 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 tac. Et dans le rap, il y a vraiment plein de choses super riches, déterminantes. C'est clair. Mais ouais, c'est vraiment bon, c'est pas mon style, mais j'écoutais beaucoup de choses comme ça. Oh, ok. Sister Soldier. Ouais. C'est l'équipe de Public Enemy. C'est que cette équipe, on est en guerre. Ouais. C'est super. Oui. Wow. Ouais, je rappelle. Et un grand moment aussi, c'est le remix d'Obsolète avec Sage Poète de la rue et Ménélique. Ce moment où vous le faites chez Taratata, dans l'émission Taratata, c'était un grand moment, ça aussi. Ouais, alors on nous dit, on va aller chez Taratata, donc cool, ça c'est du DJ, hop, il met ses platines et tout. Attends, on va le faire avec les autres. Donc il y a les Sages Poètes qui arrivent. Mais là, il y a un petit souci. C'est quoi? Zoxy revient des États-Unis. Ok. Il a économisé, il est allé là-bas. Waouh! Et quand il chante, c'est pas le même. Là, c'est Zoxycopathe. Et puis on a fait une surprise à tout le monde. Ça devait être Obsolète normalement. Ouais. Puis on est toute une équipe. T'as vu comment il arrive avec le charisme, les bras, ses yeux, les yeux ouverts. Ouais. C'était un peu notre la doctrine, quoi. Comment on appelle ça? Ouvrir la porte aux autres. Ouais. Et là, Christophe a dit oh non, on va faire la version longue. Le présentateur ou le programmateur, ça devait être le présentateur Nagui, parce que tu sais qu'il allait au Bobino, lui. Ah ouais?
Bien sûr, je voyais le gars. Après, je le vois à la télé. Je dis, c'est le même. Ouais. Okay. Et puis, il allait dans en fait, il y a eu des générations hip-hop aussi, visiblement. Ok. Non, c'est un grand moment. En même temps, moi, je l'ai pas vu. Je le vois des années après. Mais alors là, c'était un moment magistral. C'est clair. Ça a ouvert pour plein de gens, quoi. Ils se sont dit, c'est possible, quoi. Il n'y a pas que MC Solar et les 5 autres. C'est que ça a ouvert d'autres générations. C'est vrai. Mais attends, moi je suis amoureux pas de mon couplet parce que je le connais à fond, mais de tout ce qu'ils ont fait derrière. Ah, c'était dingue. Microtest 1, 2. Là, ça c'est dans l'ennemi. Tu vois. Non, mais les deux morceaux, on peut les mélanger parce que c'est à peu près le même casting, mais c'était super chaud. L'album est un succès. Il marche encore plus que le premier. L'album, c'est un truc de fou. Il y a une version internationale qui sort. Je me rappelle être allé à New York, au défunt Virgin Megastore de Manhattan. Je rentre et je vois ton album là-bas. Incroyable. Ouais, incroyable. On a eu un label là-bas, Cohiba. Ok. Il y avait des gens, ils ont dit, on aimerait le sortir là-bas, donc ils ont dû faire des choses. Mais moi aussi, un jour, je vais là-bas, je vois dans les câbles locaux la télé. Tu vois le clip Western. C'est fou. Il y a même des gens qui me regardent dans. Ça a été un grand succès. Bon, c'est pas le succès qui était intéressant. C'est vrai que t'arrives à New York, tu vas pour voir des disques, et en acheter, puis tu te vois dedans. Tu tombes sur toi-même. Ouais. Mais c'est vraiment, moi, je trouve que, bien sûr, il y a le succès, mais en plus du succès, il y a vraiment ce truc de pionnier. T'as ouvert des trucs. Moi, je suis au lycée. On étudie en français un couplet de Matière grasse contre Matière grise, si je dis dans le bon ordre, qui est un morceau de ton premier album. MC Solar, tu manges du chat. On a étudié ça en français. Moi, je rappe déjà, moi, à ce moment-là. Ouais. Et je dis aux gens, mais je le connais, lui, tout. On dit, arrête de mentir. On est en train d'étudier un mec que personne connaît ici, tellement il est haut. Et j'étais en train de dire, putain, il me croit pas. C'est vrai qu'aux États-Unis, il y a ça aussi. Comme c'était une nouvelle culture en France, voilà. Des gens se sont rendus compte qu'il y avait aussi des gens basanés. Donc, aux États-Unis, ils ont regardé le rap français. Et puis, c'était un peu comme Paris 8. Aux États-Unis, il y a eu beaucoup de traductions, ou bien pour apprendre le français. Les gens, ils passaient par le rap, alors, par MC Solar, et puis par d'autres choses. Je rencontrais des gens qui faisaient une littérature comparée, des gens qui, en Hollande, en Allemagne, et aux États-Unis, qui apprenaient le français grâce à ça. Et puis il y avait ce label qui a fait son travail là-bas. En vrai, j'étais très content, moi. Tu étais là, tu te balades. Il y a un Suisse, un photographe suisse qui traînait avec Sens Unique. Sens Unique qui était un groupe de rap suisse qui est là-bas. Il habite dans le Queen. Il me dit, tiens, viens. Puis il t'emmène. Puis tu serres la main Old Dirty Bastard. Tu vas un peu plus loin. Il y a... nous, on reste là, tu sais, entre Européens. Mais tu vois, tu vois tout le monde. Et puis quand on te présente, ils disent, ils te connaissent. Tu croises de... Et je me disais, entre le chemin où on marchait avec Fab et Eben, et puis plus loin, dans la période pré-rap, et puis plus loin, moi je regarde ça comme un témoin, en fait. Je vois pas l'extérieur, les grandes choses, mais... non, moi je le vois pas, mais je prends juste du plaisir à voir, je sais pas, ceux que j'ai vus sur les disques, quoi. Non, c'est clair. Je le disais, très gros succès, là, le deuxième album, là, ça dépasse tout. Il y a le single Séquelles, où il y a Charlotte Gainsbourg qui apparaît dans le clip, sachant que t'avais samplé son père sur le single juste avant. C'est complètement fou. Obsolète, c'est dingue. Moi, tout l'album, je me prends une claque, j'écoute, je suis comme un fou dessus. Là, du coup, vraie tournée, là, c'est... Là, on a fait... ça, c'est de révolution doctrinale. Là... On a trouvé un tourneur. Un gars, il a dit, tiens, ce serait pas mal que tu fasses une vraie tournée. Et donc, on a un tourneur, et puis on a des salles qui sont un peu plus grandes que celles d'avant, parce que on est dans des zéniths. Il y a du monde qui est là. On sait pas, alors on fait quand même un truc pour que le prix dépasse pas trop, pour que les gens puissent venir. Mais donc, il y a du monde.
Et le MC un Pepsi est sponsorisé par Pepsi. Ah ouais. Dont les prix ne dépassent pas les KSD. Yeah. Donc c'était en dessous de 100 francs. Ouais, grâce à eux. grâce à Michael Haïdan. Voilà. Ouais, je suis le MC un Pepsi, sponsorisé par Pepsi. Ainsi, le prix de nos concerts ne dépasse pas les KSD. Donc c'était un truc qu'on voulait, parce que si on se dit, bon bref, non, c'est grand succès, grande tournée, une tournée... même aux États-Unis, il y avait pas. Il y a beaucoup d'Américains qui sont venus voir. Ok. Le rap en France. En France, je crois que t'es monté sur scène un jour. C'est l'album d'après. C'était dans celui d'après. Paradisiaque. C'était dans un zénith aussi. Ouais. On va Ah ouais. Donc là, on découvre la France, les zéniths. Nous sommes au zénith, carrément. Voilà. Et puis bon, toujours le même plaisir. Quoi. Là, à ce moment-là, t'es vraiment une superstar. Et je parle pas du rap, là, toute musique confondue. C'est-à-dire, t'es à la télé, t'es à la radio, tout est normal. Ouais. Voilà. Et je trouve que tu fais tes apparitions en featuring, elles sont rares, ce qui rajoute un côté prestigieux, j'ai envie de dire. Et quand t'apparais, tu vois, tout à l'heure, tu parlais de Sens Unique, le couplet que tu fais dans l'album de Sens Unique, Chromatique, le morceau s'appelle Le Dîner, je crois. Le Dîner. Voilà. Ouais. Ton couplet est incroyable. C'est quoi la première phrase? Attends. Zizap de lésé. Bah, les azous. Bisamela, capte-moi ce... Bisous. Ce couplet est incroyable. Vraiment. Et je trouve que voilà, très peu d'apparitions, mais quand t'apparais, le travail est super bien fait. Donc on a toujours ce côté Solar, il est ou à côté de ce qu'on appelle aujourd'hui game, ou au-dessus, ou truc, t'as une place à part. Et je trouve que plus le temps passe, et moins les gens sont en train de dire ouais mais c'est trop commercial. T'es en train de devenir Solar, il est à part. T'es en train de devenir ça, ce que t'étais pas sur le premier album. Sur le deuxième album, c'est ouais mais lui c'est pas pareil. Ouais. Est-ce que tu ressens ça toi à ce moment-là? Ouais, je le ressens. Okay. En fait, le fait de trouver ma voix a fait que j'ai fait une étrangeté qui ressemble pas au rap, qui ressemble pas à la variété, qui est un truc, une autre matière. Et puis, je fais pas de feat. Alors, la raison pour laquelle je fais pas de feat, c'est que je connais tout le monde. Okay. Et donc, si je le fais à un... tu vas rapper avec toute la France. C'est que je connais tout le monde. Ouais. Et après, on va dire, pourquoi tu l'as fait avec... Alors, sinon, tous les jours, il y avait tout le monde qui était là, mais sinon, je pouvais pas dire non, à part que j'ai dit... Bon, non, c'est... on a fait une révolution, le son, et puis on a fait une révolution dans la chanson française avec cet album. Ouais. Et on est inclassable. Il y a un côté aérien, c'est vrai, parce que je fais peu de feats, ou pas. Mais moi, je me juge pas, puisque le soir, je suis encore au studio. Ouais. Et donc, encore au studio, avec notre Perrier, parce que tu sais, on avait des goûts de luxe, on prenait de l'eau pétillante. Donc, je le vois pas encore. Okay. Je vais le voir à la fin de l'exploitation de cet album qu'il y a eu un changement de mon statut ou de notre statut en France. À la fin, vraiment, vers 95, quoi. Ok. Ah, c'est dur de parler de ça, mais là, vraiment, on est au top. Tu sais, on peut rentrer en boîte avec des gens de Marseille. C'est cool, quoi. On se dit, c'est bien, la musique. C'est clair. Et autour de vous, comme je disais, il y a Cool Session qui a créé comme une émulation et des rappeurs étaient autour de vous. Et à un moment, ça commence à parler de production, de produire des gens. Et je sais que dans le tableau, il y a toi et Jimmy J qui devaient produire... Démocrate D, Sage Poète de la Rue et Sléo. Et au final, quand ça sort, on se rend compte que c'est que Jimmy J qui les produit et plus toi. Ouais. Est-ce que ça coïncide à la séparation entre Jimmy J et toi? Ou alors, au début, t'étais chaud pour produire et après, ça t'a refroidi pour X raisons et on aimerait savoir lesquelles? Oui, ça refroidit, mais en réalité, quand il m'a proposé de produire tout le monde, évidemment, j'ai dit oui. Ok. Monter ma structure, acheter du matos, et puis, je sais pas, à la dernière seconde, il a pas voulu, mais ça me dérangeait pas du tout, puisque ça allait exposer le truc. Ok. Donc, Sentinelle Nord a disparu. Ok. Et puis, les Cool Sessions sont quand même sortis. Ça m'a pas... Bon, parce que j'avais strictement pas la tête dans le business. Ouais, je savais qu'il y allait solo avoir déjà. Sléo, je savais qu'il y allait avoir plein de gens. Ok. Non, pour moi, je les ai accompagnés tout le temps. On a fait des tournées
en Allemagne, en Autriche, en Afrique. Chaque fois, j'en prends un différent. Ok, cool. Super. Non, c'est des années plus tard que je me suis dit que peut-être la rupture avait eu lieu là. Mais il n'y a pas eu de rupture avec Jimmy J. Explique-nous alors, Jimmy J, comment ça s'est passé? Parce que voilà, là, les 2 premiers albums, Jimmy J est clairement producteur beatmaker, et sur le 3e album qui va arriver, il n'y a plus. Donc, qu'est-ce qui s'est passé entre vous deux? Bon, c'est pas pour, je sais pas, un jour, il a dit, j'arrête, j'ai d'autres choses à faire. Il a dit, j'arrête. Au moment où on devait produire un 3e album. Il n'arrêtait pas, il avait, je crois que, et c'est pour la bonne cause en réalité, il avait, il a dit qu'il avait 10 albums à produire et qu'il n'avait pas le temps. Il n'y a pas eu un truc. Il n'avait pas le temps, donc. D'autres projets. Exactement. Ouais. Ouais, il avait 10 albums à faire. Donc, attends, moi, imagine, on te dit, t'as 10 albums à faire. Tu peux pas attendre. Bah, je vais faire 10 albums. Et toi, tu peux pas attendre. Justement, tu parles de Jimmy J et de ses productions. Il y a Démocrate D, La Voix du Peuple, l'album qui est sorti. Et le premier single, c'était Le Crime. Est-ce que t'as entendu tous ces bruits de couloir qui disaient que c'était toi qui avais écrit ce morceau? Oui, j'ai entendu. Éclaircis la situation ici. Non, c'est Mikey Moss qui l'a écrit, Mikey Mossman. Bon, j'étais toujours là. Non, c'est des échanges de paroles. Il y a quand même un moment où on entend « Je ne suis pas un ange ». C'est ta voix. Ouais, bien sûr. Voilà. Mais j'étais là tout le temps, tout le temps. Mais l'idée de faire cette chose, c'est Mikey Mossman. Fanatique, évidemment, de Ghetto Boy. Ghetto Boys, clairement. Et il est allé plus loin. Alors, j'étais là, tu vois, on l'a fait, celui-là. Non, c'est Mikey Mossman, beaucoup d'études, traduction, on cherchait du vocabulaire, on était ensemble, mais c'est Mikey. Moi, c'est un Mikey classique du rap français, ce morceau. Il est beau, ce morceau. Vraiment. Non, alors, non, j'étais là dans toute la période, mais j'ai pas mis, j'ai peut-être changé deux, trois trucs. Ouais, si tu demandes à Mikey Moss, il va te dire. Mais parce que Mikey Moss, on va donner un petit peu le truc. Il a aimé La concubine de l'hémoglobine. Voilà, il m'a dit, je vais faire un morceau avec ce ton. Il a aimé La concubine de l'hémoglobine. Et après, quelques temps après, on avait déjà enchaîné sur Le Crime. Il a dit, c'est bon, t'as du goût, toi. C'était encore en maquette, hein. Il a dit, t'as du goût. Et puis, je crois qu'on l'a fait dans quelques temps après. Alors que La concubine n'était pas encore sortie. Donc c'est la même période. Et puis il y avait un compresseur. Là, il a mis sa voix. Génial. Parce que le compresseur, quand tu l'entends dans les oreilles, t'es sûr de toi. J'étais là en esprit, comme on dit en Afrique. Très bien. Avant de passer à Paradisiaque, j'ai besoin que tu m'éclaires sur 2 choses, 2 anecdotes. Ici, on a reçu Stomy Bugsy, ici, qui nous a raconté une anecdote que tu as entendue parce que j'ai vu que tu étais passé à la télé, chez Click. Il t'avait passé l'extrait de Stomy Bugsy qui s'introduit chez toi. Bon. Ceux qui suivent Featuring connaissent l'histoire, mais le truc c'est qu'en gros ils avaient rendez-vous avec toi, lui et Doc Gynéco, et t'étais pas là, donc il a escaladé Stomy Bugsy et il a réussi à s'introduire chez toi et il t'a laissé un mot pour dire qu'il était passé. Moi j'ai besoin de savoir quel était ton état d'esprit quand toi tu rentres chez toi et que tu vois ce mot déposé, parce que c'est quand même c'est presque du cambriolage. C'est juste qu'il l'a volé, mais il s'est mis chez toi et puis comme un gentleman cambrioleur, il vient, il te laisse un mot comme ça. Quand tu lis le mot, on a la même scène, mais vue de mon point de vue. Voilà, c'est ça que je veux. Alors, Stomy Bugsy, c'est pas un inconnu. Voilà. On se connaît du rap, de Sarcelles, de Gare du Nord. Donc, on va dire déjà, c'est la famille. Voilà. Moi, j'ai connu Kenzie dans le 88, juste avant une performance 89, au fin fond de l'Essonne. Et avec son projet. Et puis c'est pas un hasard, on a rendez-vous là. Évidemment, je suis en train d'enregistrer pour ce combat, j'arrive un petit peu plus tard. Donc ils ont escaladé. Il y avait Bruno, j'avais rendez-vous avec Bruno. J'avais rendez-vous avec Bruno. Et puis Stomy est venu là, bon, il devait faire froid, ils sont montés. J'ouvre.
C'est pas qu'il a laissé un mot, c'est qu'ils sont là les deux. Ah, ils étaient là quand tu ouvres la porte. Ok. Ah, ça va, ouais, qu'est-ce que vous faites? Donc c'est pas. Toi, t'es calme. Bah, tu sais, il y a en général, si t'as pas de tableau et de lingots d'or, tu te dis, qu'est-ce qu'ils vont prendre? Il y a pas grand-chose à part des dictionnaires. Ouais. Mais surtout, on se connaît quoi en fait. Alors c'est vrai qu'à un moment donné, il y avait, ça se trouve on va le faire. Il y avait un projet de film sur les sectorats et ça aurait été une scène clé. C'est clair. Mais la réalité, c'est que on se connaît. J'étais pas au 4e, etc. Donc si le film y sort, je peux dire que j'étais au 16e, mais j'étais en bas quoi presque. C'est vrai que j'avais un double emploi moi. C'est-à-dire que le soir, j'étais en train d'enregistrer et la nuit. J'étais avec un jeune qui s'appelait Bruno Bossir. Le Doc Gynéco. Ouais. Son album est sorti en 95. 96, je crois. 96. Ouais. Attends, je le voyais après. Ah oui, il a beaucoup travaillé alors. Ouais, j'avais un double truc. Ok. D'un côté, je faisais le truc, et puis d'autre côté, j'écoutais les choses de Bruno et de Misto. Donc c'est pas une histoire extraordinaire en fait. C'est moi, je me dis juste que si je vous la parle de chez moi, je vois Stormy Bugsy et Doc Gynéco, même si je les connais, je suis pas très à l'aise. Qu'est-ce que vous faites là? Ah oui. Vous êtes rentré? Oh, tranquille. Tu sais, ça fait longtemps que je sors. Ok. Ça fait longtemps que je sors. Pas de souci. La deuxième chose, c'est Ophélie Winter. À un moment, t'es en couple avec Ophélie Winter. Non, je vais pas rentrer dans des trucs de tabloïd, mais il y a un truc qui est très important pour moi. À un moment, t'es en couple avec Ophélie Winter. Et Ophélie Winter est une grande star. T'es une grande star, c'est une grande star. Vous êtes ensemble, donc bien sûr, tous les tabloïds sont comme des fous. Vous êtes deux stars qui sont en couple. Moi, le truc qui me choque dans toute cette histoire, c'est que vous n'ayez pas fait de morceaux ensemble. Vous êtes tous les deux des stars de la musique et il n'y a pas de morceaux ensemble. Comment se fait-ce? Comment cela se fait-il? Voilà. Je fais très peu de featuring, Ouais, mais même avec ta compagne, t'as pas fait un featuring. Je crois qu'à cette période-là, je suis partout, quoi. Ok. Je suis attends, moi j'ai l'esprit hip-hop, Non, mais c'est vrai. Oh, mais moi j'attendais ça personnellement. Je me disais, oh là là. Le mec qui a écrit Caroline, s'il fait un morceau avec Ophélie Winter, c'est un truc de fou et ils prennent la France et ils l'arrachent de la planète Terre et la mettent sur la Lune. Moi, c'est comme ça que je voyais le truc, en fait. Moi, je vois souvent le truc j'essaye de jamais être premier, je préfère être deuxième. T'as été premier sur beaucoup de choses quand même au final. Peut-être sans le vouloir, mais... Non, personne nous a... Puis, non, j'avais quand même l'état d'esprit de faire des choses... plutôt hip-hop. Non, ça aurait été un mélange des genres. Moi, j'imaginais bien le truc. Mais bon. C'était qui? Un rappeur, d'ailleurs, qui est passé avant moi à Nova, qui avait produit ça, Abdel de chez Pumba. Oui, je me rappelle très bien. Kofi B s'appelait, ça rappelle. Tu me demandes, je t'ai dit. Donc, tu vois comment le monde du hip-hop, il arrive jusqu'à ce moment-là. Non, ça n'a jamais été à l'ordre du jour. Ok. Par contre, c'est-à-dire, vous avez même pas fait un morceau qui est jamais sorti? Non. Incroyable. Par contre, on était un petit groupe, là, on allait souvent dans des studios et regarder les méthodes de travail. Ok. Les nôtres sont plus rapides quand même, Non, je parle dans la création de morceaux. Ouais, non, je suis d'accord avec toi. Très bien. Maintenant, on va parler de Paradisiaque et MC Solar, l'album, le titre, et justement des problèmes qui arrivent à ce moment-là entre toi et Polydor. Et j'ai entendu 1 million de trucs, et rien n'est clair pour moi, donc j'ai besoin que tu éclaircisses la situation. En plus, là, on enregistre à une période où tes albums chez Polydor qui avaient été retirés du commerce sont revenus. Donc voilà, je pense que maintenant tu peux nous expliquer ça avec beaucoup de clarté. Donc moi, je te dis où on en est. Donc Paradisiaque doit sortir. Oui. Moi, à ce moment-là, personnellement, dans ma petite carrière de rappeur, je signe chez Polydor à cette période-là. Et moi, dans ma tête, je me dis, je suis dans la même maison de disque MC Solar, je vais pouvoir faire un featuring avec lui. Mais j'entends donc des bruits de couloir qui disent, MC Solar, il s'entend pas super bien avec Polydor en ce moment et tout, machin.
Ensuite, j'entends une histoire. Je te dis tout ce que je sais, comme ça tu m'éclaires. Ensuite, j'entends une histoire il te reste 2 albums dans ton contrat à donner à Polydor. Et que toi, pour quitter Polydor, tu leur donnes un double album. Et que Polydor dit que non, en France, contrairement aux États-Unis, un double album, ça compte comme un album. Alors qu'aux États-Unis, un double album, ça compte comme 2 albums. Donc, si tu donnes ce double album, il te restera encore un album à faire. Et du coup, l'album est découpé en 2 et il y aura la première partie, qui est Paradisiaque, et la deuxième partie qui sortira 1 an plus tard, qui est MC Solar. Est-ce que ce que je viens de te dire, moi, c'est ce que j'entends. Est-ce que déjà, c'est correct ou pas? Et si c'est pas correct, corrige. Alors, c'est rare que je parle de ça parce que je suis pas exactement dans le truc. Mais à la fin de Prose Combat, il y a un ami qui me dit de regarder mon contrat parce que t'es numéro 10. Ce serait bien de regarder ton contrat parce que évidemment de tout ce dont on a parlé auparavant, j'étais un fanatique du hip-hop et j'ai jamais regardé ce qui se passe. Pas un œil sur le business du tout. Pas du tout, parce que j'avais foi en moi et mes capacités post-rap. Je me voyais toujours comme un étudiant. Et donc on devait revoir un peu les points, entre guillemets, les points. Et puis, la personne qui devait le faire est partie. Alors que les choses étaient totalement bien faites pour rehausser tes points, entre guillemets, pour avoir bien joué le championnat. Voilà. Et la personne est partie, il y a une autre personne qui est arrivée et qui a dit « Ah non, on ne change strictement rien ». C'était même pas à ma demande. C'était c'est bien ce que vous avez fait. Ce serait bien qu'on soit à votre que vous soyez à votre valeur entre guillemets. Donc c'était entamé et puis il y a eu une autre personne, tu vois, changement dans la boîte. Voilà. Et on nous a dit ah non, rien ne change. C'était même pas à ma demande en réalité. Et ben je me suis dit je peux pas rester à cet endroit. J'arrête la musique et je retourne à la fac. Ah ouais, toi, c'est carrément ce que tu voulais faire à ce moment-là. Tu vois, t'es quand même une bonne période. En plus, t'es bon en anglais et en espagnol. Non, mais sérieux, c'est ça. C'est ça. Là, et donc, Prose Combat, un succès de fou. Toi, tu veux retourner à la fac, tu veux arrêter la musique. Non, mais c'est quelqu'un d'important qui m'a dit, je trouve que tu devrais avoir un peu plus. Viens me voir samedi. Et pour moi, ça, t'as raison. Enfin, la personne qui te dit ça a raison. T'aurais dû avoir plus. Ces 2 albums. Ouais, c'est énorme. J'étais pas bon, pour moi tout allait bien, mais si quelqu'un te dit réellement de le faire et qu'ils sont prêts à le faire, et puis ensuite quelqu'un d'autre a pris le dossier et a dit non. Alors je me suis dit le seul moyen c'est de, comme on s'entend pas, de faire les 2 albums qui te manquent, pour pouvoir partir et arrêter la musique parce qu'un contrat est un contrat. Ok, du coup. Donc, ce que je dis, c'est correct. C'est correct. Les albums sortent comme ça. La deuxième partie sort 1 an après. Par rapport à ça. Nous, une fois qu'on a livré les 2 albums, voilà, c'est bon, vous êtes libre. Nous sommes partis. Voilà. Du coup, il y a un moment de flottement, quand je dis flottement, où on te voit plus trop et tu signes chez Warner. Voilà. Pour faire la suite de ta carrière là-bas. Et il y aura d'abord un album live qui fait le tour de la question, de toutes ces questions. Et en parallèle, les albums qui sont sortis chez Polydor sont retirés. On ne les trouve plus dans les bacs. Et on n'est pas encore dans l'ère du streaming, tout ça, donc on les trouve plus dans les bacs. Ils ont disparu parce que quand on est parti, il y a eu une décision de justice qui ne déterminait pas qui pouvait les remettre. Donc, ou c'était repartir dans des trucs juridiques qui peuvent durer. 94, 15, 16, 17, ça avait déjà fait 4 ans, qui pouvaient durer encore longtemps. Ou bien partir sur un autre projet. Ok, super. Donc là, aux yeux du public aussi, il y a une petite période de flottement où les gens se disent Solar, c'est fini. Je parle du public. C'est vrai. Parce que la deuxième partie, Paradisiaque, moi j'adore cet album, notamment Dakota, qui est peut-être mon morceau préféré de toute ta carrière. Je l'ai dit, j'adore ce morceau. Et on en parlait tout à l'heure,
merci, tu m'as permis de monter pour la première fois au Zénith. C'était pendant cette tournée-là, la tournée de Paradisiaque. Donc, moi, j'aime beaucoup Paradisiaque. MC Solar, l'album, il a moins marché. Et beaucoup de gens se disent, MC Solar, c'est fini. Tu te retrouves chez Warner et tu sors l'album 5e As. Et tu sors en premier single, Solar Pleur. Et tout est reparti, en fait. Et c'est complètement dingue. C'est comme si le phénix, ouais. Tu renaissais de tes cendres. Quand tu fais cet album, tu ressens ce truc où le public se dit c'est fini pour lui? Oui. J'avais une réputation de mec très méchant, de 97 à je sais pas combien. Oui, je sentais qu'il y avait un petit truc. Et puis oui, les choses passent de mode. Et puis ouais. En plus, c'était un peu poussé à droite et à gauche. Okay. Après, il y a eu quelques années où... Ouais. Tu te sens, c'est la première fois que tu te dis, tu t'effaces, comment on appelle ça, au monde de la musique, au business, au machin. Ok. Ouais, c'est et puis. Mais t'as un esprit revanchard quand tu fais cet album? Ah, pour 5e As. Ouais. C'est un autre stade. C'est une deuxième aventure et il fallait reprendre les fondamentaux du rap. Ok. En fait, je me suis dit tiens, on va mettre ce thermostat-là. Ouais. Parce qu'un jour, c'était dans une soirée dans un endroit qui s'appelle le Monkey Club. Ok. C'est le club des singes en français. Ouais. Et puis j'entends à la sortie une discussion sur le hip-hop et j'ai dit allez c'est bon, je vais aller en studio, faire des choses. Viril entre guillemets, Arkansas, Solar Pleur, machin, avec un autre ton. Et les morceaux ils s'enchaînaient comme ça. J'en ai fait plein, mais avec cette doctrine de faire un album fort. Et au niveau du son, j'ai mélangé des équipes. Et ça a été fait comme avant, c'est-à-dire que les gens se parlaient, ils s'échangeaient des choses. Et DJ Sample arrive chez Alain Eric, Curseur mélange avec Axel. Et il y avait des choses. J'étais comme au premier jour. J'ai juste un morceau. Je voulais montrer que je savais. Enfin, en vrai, j'ai plein de flows. Et là, je me suis dit tiens, je vais faire un morceau. Le Solar Pleur, c'était un peu un espèce de truc de flow et de fond. Mais je devrais en faire des centaines des comme ça. Mais c'est trop facile le flow. En tout cas, Solar Pleur, ça prend tout de suite. L'album sort, il marche, c'est un carton. Dedans, il y a ton premier single qui sera numéro 1 des charts. Il arrive tard dans ta carrière. Hasta la vista. C'est ton premier numéro 1 en fait. Ah, je savais pas. C'est fou. Ah oui, c'est vrai, parce que le rap, oui, ça montait. C'est vrai qu'il y avait beaucoup d'images, mais ça montait pas autant. Hasta la vista. Où tu rappes en espagnol sur tout un couplet. Hasta siempre, que viva la révolution. Je rencontre un gars, je lui dis salut, je fais de la musique et tout. Il me dit passe chez moi. Bon, je prends, j'arrive. C'est pas mal ça. J'arrive à Saint-Maur. J'entre chez lui, il me fait écouter un truc, je sais que je dois rentrer, donc j'écris. Et puis on enregistre, et hop, il y a Hasta la vista. Sorti tout seul. T'es allé à Saint-Maur. Ensuite, on a le morceau. Et puis, je décide de réunir tout le monde dans un studio en Belgique. Et là, on va en Belgique et on enregistre un album entier. Avec... j'entre à Paris. J'ai dit, le studio, il s'appelle Studio Dada. Et les dadaïstes, les surréalistes, l'entartreur, le gloupier, ça se trouve, il y avait des fausses écoutes. Parce que quand j'entre à Paris avec l'album, j'ai dit, waouh, je crois qu'on va tout refaire. Ah ouais. Donc on a tout refait les sons. Et c'était bien parce que ça a été une aventure, une petite parenthèse de 15 jours. Puis on a tout fait le son avec Alain et Eric, qui ont refait tous les sons ou qui ont aidé les uns et les autres. Mais je sais pas, c'est un morceau qui a été fait comme ça rapidement. C'est fou. En tout cas, cet album, gros succès. Là, t'es de retour, tournée, tout ça. Il y a le morceau avec Blackjack, Si je meurs ce soir, je trouve ça un bijou. C'est une histoire vraie. Un soir, il y a quelqu'un qui est décédé, je croise Blackjack. Il est frais et naturel, et il dit, il faut que je marque ce jour-là. Et hop, il va dans un studio, il appelle je sais pas qui, il a dit, il faut que je m'exprime. Et puis voilà, il l'avait mis dans un coffre, puis le morceau qu'on avait fait là, tel jour,
Et on l'a fait un peu plus West Coast, mais en fait, presque tous les morceaux sont faits juste par des éclairs. Par des éclairs. Réussite. RMI, bref, cet album est superbe. Donc là, pour moi, t'es reparti. Tu vas sortir plusieurs albums chez Warner derrière, que ce soit Maxis, chapitre 7. Voilà, t'es reparti. Et tu fais une pause de 10 ans. Ouais. Qu'est-ce qui se passe pendant ces 10 ans? 10 ans. En fait, il y avait un débat sur le streaming, le je sais pas quoi, je voyais les trucs à la télé. C'est un changement. J'apprends que Jean-Jacques Goldman arrête. Je me dis tiens, s'il arrête parce que tous les trucs sur le streaming ne sont pas clairs, ça se trouve il a raison ce gars-là parce que c'est Jean-Jacques Goldman. Quand même. Alors je préviens Black Rose Corporation, j'appelle mon manager Daniel et je dis bon, j'ai vu que Goldman il s'arrête, je vais m'arrêter. Oh, non. Et donc les 4 premières années c'était pour faire comme Goldman, mimétisme. Ok. Et puis ensuite j'ai eu du mal à m'y remettre. Entre temps j'ai eu un fils et tout ça. Ok, normal. Vie de famille. Et donc moi je les ai pas vus passer du tout les 10 ans. Ok. J'étais là, j'allais voir des concerts. À droite, à gauche, j'allais dans des studios, mais je faisais pas de nuit. Non, je les ai pas vus passer. En tout cas, les 5 premières années, c'était pour faire comme Goldman. Après, quand j'ai vu qu'ils revenaient pas, j'ai dit merde, j'ai perdu 5 ans. Ok. J'ai fait une vie franchement normale, balade. Et le déclic qui te fait revenir? Je me suis dit quand même, c'est un très très mauvais exemple, un gars qui fait rien de sa journée, du moins qui fait rien, qui se balade, etc. C'était pour montrer l'exemple que à mon fils, quand même, faut travailler dans la vie. Il faut travailler dans la vie. Et donc je me suis levé et je suis allé dans un studio et j'ai fait comme ça faisait longtemps, j'ai fait comme si j'étais vieux, tu vois, j'ai des rides et des poches sur les yeux, des machins. Je faisais semblant d'être très vieux. Exagérer le truc. Ouais. Et t'as fait l'album Géopoétique. On arrive à la fin de ce podcast, alors 2 choses. La première, c'est que je vais te citer 3 noms de personnes avec qui tu as travaillé et tu vas me donner juste leur qualité. On veut pas, on est positif ici. On ne veut que leur qualité. Alors, le jeune Kerry. Kerry James, le jeune Kerry. Je vais donner un atelier d'écriture dans la ville d'Orly alors que je n'ai fait que des cassettes de Nova. J'arrive, je vois des gens, des grands et puis des petits. Et il y a Kerry James qui se met à rapper. Et je me dis mais c'est extraordinaire. Il y avait une fois du fond. Et puis après j'ai écouté ses albums. Un gars extraordinaire, droit. Mais précoce, c'est-à-dire qu'à 12 ans, il rappait... il dit des trucs d'adulte. Ouais, il disait des choses vraiment... Non, mais j'étais super étonné, quoi. Il y avait un gars qui s'appelait Manu Kay derrière, bien sûr, qui faisait partie d'un groupe qui s'appelle Accord Parfait. Mais vraiment, il avait tout du hip-hop. Il a dû écouter KRS-One. C'était un danseur aussi. C'était un leader chez les gens de sa génération. Il était... droit pour la défense du hip-hop à l'époque où il fallait le défendre, c'est-à-dire à l'époque où il avait 12, 13, 14 ans. Un homme extraordinaire qui était avant-hier à Genève. Ok, super. Bambi Cruz. Bambi Cruz, 501 POSSI. Quelqu'un qui m'apporte toutes les choses que rappeur, morceau ouvre les yeux, précurseur des théories du complot potentiel, et puis l'œil artistique, c'est-à-dire pour les tournées, il faisait de la mise en scène surtout. Les mises en scène super des mises en scène plutôt que des concerts classiques. C'est lui, c'est la force. Et c'est le seul rappeur que t'as produit. Ouais, c'est officiellement. Voilà. Officiellement, voilà. Et super, on s'appelle au minimum tous les 2 jours. Donc super. On s'est appelé hier. On le salue. Et donc Zéré de la Vega. Donc Zéré de la Veganja. Ça c'est, il est arrivé quand dans notre secteur? C'est un gars qui vient plutôt de Évry, Corbeil, Grigny et les villes de là-bas. Il est arrivé c'est un tagueur. Un tagueur. Et puis un jour, un membre du 501 me dit, tiens, j'ai rencontré Rex, il a la bonne nameplate. Rex,
welcome. Je crois qu'il est revenu. Je peux pas. Il est revenu à l'époque où on faisait Pros Combat. Okay. Et il nous a apporté des vibrations vibrations Tarteret. Okay. C'est-à-dire, hop là, il faut être fort de temps en temps. Et puis il est revenu à 5e As pour dire, hop là, il faut être fort de temps en temps. Je peux pas dire un messager. Mais il m'a envoyé un morceau ce matin. À 8h et quelques. Bon, je vais l'écouter tout à l'heure. Voilà. Donc il reprend visiblement des choses. C'est cool. On le salue aussi. La dernière chose, c'est que ici, personne ne vient sans repartir avec un cadeau. Donc, nous avons un cadeau pour toi que tu dois ouvrir. Hop là. Et expliquer au micro ce que c'est. Avec le bruit. Voilà. MC Solar sur l'enveloppe. Voilà. Bouge de la parole. Claude Barali. Musique Jean-François Delfour. 10 rue du Faux. C'est une partition, c'est ça? Exactement. Waouh. De Bouge de là. Attends, je vais voir. Ah ouais, c'est ça. Il reconnaît les notes. Et ça date de quelle année? Il sait lire la musique. C'est la partition qui arrive, qui date de quelle année? 91, on lui dit. Ouais, parce qu'il fallait déposer des partitions à l'époque, je sais pas si c'est toujours le cas, il fallait déposer des partitions à la SACEM et ma voix sont comme des notes. Je vais le montrer parce que c'est pas des choses que je connais et c'était pour être sûr que c'est bien chanté ou je pense que c'est ça. Voilà. Alors la chanson reconnaissable. Elle est signée musique Jean-François Delfour. C'était la personne, le cousin de Duvivier qui était arrivé pour mettre les notes reggae qui lui a appris à faire. Donc c'est une co-composition qu'ils ont fait. Et donc ils se sont partagés les titres des cousins. Très bien. En tout cas, merci à toi, Solar, d'avoir partagé de tous ces moments de vie avec nous ici. Merci. Alors peut-être, oui, j'avais l'air un peu confus parce que hier soir, je suis rentré un petit peu tard. Je sais pas si j'étais confus, mais ça me fait très bien. On a tout compris. C'était magnifique. Merci à toi en tout cas et force et bon courage pour la suite parce qu'il y a une suite. Ok. Voilà. Le fils de Rachida. Pas mal. Pas mal. Je ne peux pas, je tairai l'identité. À plus. À plus. Featuring est un podcast original Angle. Présenté par Driver. Produit et réalisé par François Cusset. Ingénieur du son Thomas Gabriel. Générique original Ovich Beats. Abonnez-vous au podcast Featuring sur votre plateforme d'écoute favorite pour ne manquer aucun épisode.